Dis-nous, t'as payé combien d'impôts l'année dernière? Je paye à peu près 100 000. La première année, je crois que j'ai fait 60-70 000 euros. Quand je voyais les salaires de sortie d'école, je me disais putain, mais en fait, je vais pas gagner de l'argent tout de suite, tu vois. En gros, il y a un réel qui sort, et quand le réel il sort, je te jure, je me dis, mais c'est quoi cette merde? Tu sais, c'est vraiment le réel avec le moins de valeur, etc. Et en fait, c'est tellement facile à contredire qu'en fait, le truc, il a littéralement explosé. Je pense que les gens, quand ils sont dans le haut de la vague, ils sont hyper contents, et ensuite, quand ils sont dans le creux de la vague, cette vallée du désert, ils ont pas le mental. Aujourd'hui, dans les métiers du digital, il y a tellement d'opportunités que t'as pas besoin d'être supérieurement intelligent. Que même s'il y a des haters, bah finalement, tant mieux. Les haters améliorent tes résultats publicitaires. En fait, moi, je pense que si tu restes focus sur le même business, peu importe ce que c'est, au bout d'un moment, ça va marcher. Bon les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode avec une petite surprise, un invité spécial aujourd'hui. On vous réexplique le concept, 2 frères, 2 caméras, 3 caméras, 2 micros, énormément de valeur, 100 € gagnés sur chaque épisode. On commence comme d'habitude par tirer la personne au hasard. Et donc c'est Nour-du-bas Kitab. On mettra le... Allez. Envoie-moi un message sur Instagram, Mouadkai, et on t'envoie les 100 €. Bon, aujourd'hui, je suis ultra content parce qu'on a Quentin avec nous. Et Quentin, c'est pas forcément quelqu'un qui se met énormément en avant. D'ailleurs, je pense que c'est ton premier podcast. Carrément. C'est ton premier podcast. C'est pas quelqu'un qui se met en avant, mais c'est quelqu'un qui est, je pense, derrière le succès, la réussite de pas mal de personnes qui sont très connues. Et c'est, je pense, ma plus belle rencontre en 2022. Pareil pour moi, ouais. C'était vraiment ma rencontre 2022. Et je suis grave honoré de par le fait que, en fait, ce soit avec nous, tu vois, qu'il fasse son premier podcast. Ouais. Et franchement, je suis persuadé que il a énormément en fait de valeur à apporter, qu'il sous-estime, je pense, quelque part. Et avec le peu qu'il va pouvoir donner sur le premier podcast, je suis persuadé qu'il va tout déchirer. Ouais. En fait, Quentin, c'est un peu la personne qui est qui veut pas se mettre en avant sur les réseaux, sur Internet, etc. Et qui a tous ses amis, tout son entourage qui lui dit mais frère, mets-toi sur les réseaux, tu vas... Il y a un début à tout et franchement, je suis grave honoré que ce soit avec nous en tout cas. Ouais, déjà merci pour l'invitation les gars, ça fait grave plaisir. Et du coup, j'espère que ce sera 3 frères pour ce podcast. Parce que vous avez été une belle rencontre aussi pour moi les gars, ouais. 2022. Moi, on a fait plein de choses ensemble en 2023. Exactement. Donc ouais, hâte de discuter avec vous. Nickel. Bon, Abder, t'as préparé tes questions ou pas? Mais pas du tout. Tu sais très bien comment ça se passe. À chaque fois, c'est que de l'improvisation, les gars. Ouais. La vérité. J'espère, moi j'ai rien préparé, les gars. Ok. Bah déjà, en vrai... Premièrement, t'es à Dubaï. C'est drôle. Bon, si on avait voulu faire les hypocrites, on n'aurait pas parlé de ça. Mais je sais que t'as vécu une mauvaise expérience là avant de venir. Justement. C'est la deuxième fois que tu viens à Dubaï. Ouais, c'est ma deuxième fois à Dubaï. Je veux pas me gâcher l'image que j'ai de Dubaï. Là, tu me connais, je peux très réagir à chaud facilement. Donc je pense qu'on va pas parler de cette mauvaise expérience. Si okay. On peut dire, si vous allez au Dubaï Mall, ne sortez pas par les sorties taxi ou Uber. Sortez par l'entrée principale, partez à pied, prenez un taxi plus loin. Surtout les samedis, parce qu'en fait, moi, ce dont je me suis rendu compte, tu vois, en fait, à Dubaï, c'est qu'en fait, il y a une vie qui est totalement différente entre les jours de semaine et les samedis, tu vois. En fait, tu as vraiment beaucoup de personnes le samedi, tu vois, qui sortent après la semaine. Et du coup, bah, par exemple, pour prendre un taxi, genre, ça va être 10 fois plus galère, tu vois, le samedi. Et moi, je peux comprendre ça, surtout genre quand tu es en famille et que tu as besoin, par exemple, d'aller quelque part et que tu sors du mall et que d'un coup, tu vois, genre en mode, t'attends, tu vois ce que je veux dire? T'attends, ouais. t'as des taxis que tu vas commander et en fait, là, tu te dis, mais heureusement que c'était pas ta première fois à Dubaï parce que la vérité, c'est que si t'es arrivé le premier jour, un samedi, t'arrives à Dubaï, t'as toutes les... T'as envie de rentrer là. La vérité... c'est une question de perspective, c'est comme toi quand t'es allé en Turquie. Ouais, c'est ça. T'as plein de gens qui ont adoré la Turquie et tu sais, sur une semaine, déjà si ça commence mal... Moi, quand j'étais arrivé à Dubaï, là, parce que je suis venu plusieurs fois avant de m'installer, en gros, je suis arrivé et il y a un avion qui est arrivé, c'était des Africains, tu vois. Et ils sont arrivés et genre, ils ont commencé à dépasser tout le monde. Tu sais, les espèces de fils, tu sais, quand t'arrives à l'aéroport, t'as des espèces de fils et tout. Et genre, ils couraient en dessous et tout. Et genre, c'était horrible. Et je me suis dit, putain, c'est de la merde, Dubaï. Mais en fait, heureusement que j'avais l'historique, tu vois. Tu sais qu'il m'a appelé justement à ce moment-là, Quentin, il m'a dit quoi? Il m'a dit... la vérité, Abder, heureusement que c'est pas la première fois que je suis arrivé à Dubaï. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la première fois que je suis arrivé à Dubaï, c'était totalement différent. Mais là, si j'étais arrivé pour la première fois à Dubaï, j'aurais été dégoûté dès le départ. Non, mais la dernière fois que je suis venu à Dubaï, c'était en avril-mai 2023. Ouais. Aucune mauvaise expérience, au contraire. J'ai kiffé de ouf. C'est comme les Chinois qui arrivent à Paris et qui se font arracher leur sac à main. Ouais, c'est le syndrome un peu. Tu vois, des gens qui visitent Paris. Je pense que c'est un peu partout pareil. Et c'est ce que je te disais aussi. C'est
Quand tu viens à un endroit pour la première fois, tu as l'impression que tout est beau, tout est magnifique, tout est incroyable, le service, les restos, les gens. Hein. Puis tu viens une deuxième fois et tu te dis ah tiens ça a changé ou ça j'avais pas vu la dernière fois. Puis tu commences un petit peu à changer d'avis. C'est pour ça encore une fois, je veux pas réagir à chaud. Dubaï ça reste très bien. Du coup c'est important de dire en fait à quel point c'est important la première appréhension, tu vois, qu'on a d'une chose ou même d'une personne qu'on rencontre. Justement, qu'est-ce que vous pensez vous de la première impression que vous pouvez avoir d'une personne? Parce que tu sais, on en parlait tout à l'heure. Et on se disait, est-ce que toi, tu es d'accord avec le fait que quand tu rencontres une personne, la première impression, souvent, que tu as d'une personne, elle est véridique par rapport à la suite? Moi, je pense que ouais, tu vois, quelque part. Toi, est-ce que dans ta vie, quand tu as été amené... Aujourd'hui, les personnes avec qui tu construis, avec qui tu kiffes vivre à Paris, tu vois, est-ce que c'était des personnes, pour la plupart, quand tu les as connues pour la première fois, est-ce que genre... T'as accroché direct ou Est-ce que la première impression que t'avais d'eux, genre c'était en mode cool, tu vois? En vrai, je pense qu'il y a des deux. Hein. Je pense que déjà, t'as raison, tu vois, t'as qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Donc, en général, t'as intérêt à bien assurer. Mais je pense que j'ai pas d'exemple en tête, mais ça m'est déjà arrivé justement de me dire, tu vois, sur des personnes, ou justement des gens que tu vois sur les réseaux, tu te dis putain, le mec il a l'air un peu, ça se la raconte, ça pète un peu plus haut que son cul, tu vois. Et puis une fois que tu rencontres, tu commences à discuter, tu te dis en fait non, tu vois, soit c'est une image que le mec se donne, soit c'est une mauvaise interprétation aussi, tu vois. Tu vas projeter quelque chose que tu vas voir d'un fil Instagram ou de n'importe quoi, tu vas dire à ce mec il est comme ça ou cette nana elle est comme ça. Et en fait quand tu vas commencer à discuter, tu vas dire non en fait j'ai projeté des trucs que je pensais sur elle qui sont finalement pas du tout la mais réalité. plutôt, je pense que la question d'Abder c'était plus en mode, tu sais, tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie et tu sais pas pourquoi mais tu le sens pas, tu vois. Le départ, est-ce que souvent, quand est-ce tu que sens pas une personne, est-ce que souvent, sans trop savoir pourquoi? Non, mais si, mais ça nous arrive, ça peut arriver. J'ai pas trop d'exemples sur des gens, mais tu vois, sur des contacts avec des clients ou, tu vois, ou des prospects plutôt, justement, où les gens ils vont te vendre leur business comme un truc de fou furieux et quand tu commences à mettre un petit peu le nez dedans, tu commences à prendre ta calculatrice, tu fais des petits calculs sur ce qu'on t'a annoncé, tu dis ok, ça tient pas la route. Donc ça, c'est un peu bizarre. Donc, ouais, et en général, ça c'est vrai. Tu vois, une fois que quand tu as une mauvaise impression, mais en réel, du coup, pas sur un fil Insta ou sur un réseau, tu vois, en direct, en général, je pense que l'instinct, là, il est efficace. D'ailleurs, tu parlais de prospects de clients. C'est hyper intéressant. C'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais que Quentin vienne sur le podcast. Parce que Quentin, c'est un frère, c'est un associé. Mais par rapport à tous les podcasts qu'on a fait avant, tu habites en France. Yes. Tu es entrepreneur en France. Yes. C'est quoi qui fait pas plaisir à Abder. Qui fait pas plaisir à Abder. Et je pense qu'il peut y avoir pas mal de débats là. Mais juste avant, ce serait cool qu'on puisse t'introduire. Tu peux nous parler un peu de ton parcours, juste dans les grandes lignes, un peu les études que tu as fait, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, ton activité, tu parlais de prospects, de clients. Ouais, en gros, moi, j'ai fondé une agence qui s'appelle Neptune Digital en 2019. Moi, je suis indépendant dans le marketing depuis 2018. Ok. Neptune Digital en 2019. Et j'ai accompagné au début, j'étais pas niché, j'étais niché dans mes services. Je faisais principalement de l'acquisition, Facebook Ads et puis après des tunnels de vente, acquisition de prospects. Ok. Moi, j'ai fait un master à la base de finance. J'ai fait une école de commerce. Okay. Et je suis arrivé dans le marketing via les formations en ligne. J'ai découvert ce marché de la formation en ligne quand j'étais en stage aux États-Unis. Et j'ai découvert Ty Lopez, tu vois, sur des pubs YouTube. Donc ça, c'était en 2015. Et j'ai mis un petit peu de temps, tu vois, avant de... Je pense que comme tout le monde, tu découvres ces trucs de formation, tu te dis c'est quoi cette arnaque? Ça a l'air trop bizarre. Mais tu vois, j'étais vachement... tu vois, pour le coup, la première impression que j'ai eue de Ty Lopez, même si ça faisait un peu... gourou arnaque, c'était putain le mec il est ultra cultivé, il est ultra solide, tout ce qu'il raconte c'est grave cohérent. Donc tu vois, je suis rentré là-dedans, j'ai découvert ça et du coup pour en revenir à mon parcours, depuis là ça fait donc j'étais pas niché principalement j'ai bossé avec des startups, avec des business locaux, beaucoup avec des coachs et infopreneurs parce que moi je connaissais bien ce milieu parce que moi j'ai appris le marketing via les formations, via les bouquins, les conférences et du coup depuis à peu près je pense 2022, en vrai depuis ça faisait un peu un an avant qu'on se rencontre, j'étais presque exclusivement focus sur les coachs et infopreneurs et du coup aujourd'hui ce qu'on fait avec Neptune Digital c'est qu'on accompagne les coachs et infopreneurs, formateurs à créer des écosystèmes digitaux, donc grossièrement se rendre visible sur internet avec des écosystèmes digitaux qui permettent de te rendre visible, de générer des flux de prospects réguliers et des intentions d'achat, donc soit des appels de vente pour des business avec lesquels on bosse justement, avec toi tu gères des pôles vente ou de la vente en direct sur Internet. Quoi. Ok, et qu'est-ce qui fait que tu fais un bac plus 5 et à la fin tu te lances dans une activité qui n'a rien à voir? Je pense déjà, tu vois, les parents qui poussent à faire des études, tu vois. Okay. Donc, moi, franchement, vous êtes jeune. Moi, je me suis lancé en indépendant, j'avais 25 ans. Okay. Et je pense vraiment, moi, je me suis réveillé quand j'ai découvert Ty Lopez. Tu vois, c'était après ton master que tu t'es lancé, du coup Je me suis lancé directement, ouais. J'ai fait la fin de mon master en alternance.
On me proposait un CDI, et puis en gros, j'étais en mode soit je prends le CDI, soit je me lance en indépendant. Et les premières pubs que tu as vues, justement, du coup, sur le business en ligne, est-ce que c'était pendant ton master ou vraiment à la fin de ton master? Non, c'était vraiment 2015. Je suis en stage à New York dans une grosse boîte de pub, mais dans le service financier. Ok. Et je me fais grave chier la journée, tu vois, taf de stagiaire. Donc je suis sur YouTube, j'écoute du son. Et à un moment, je vois cette pub de Tai Lopez. Donc je découvre ça. Et comme je te dis, ça a mis du temps. Enfin, au début, tu vois, mauvaise appréhension. Tu dis, c'est qui ce type? Ça a l'air grave chelou. Moi, je travaille dans la finance. Enfin, j'aspire à travailler dans la finance. Tu te voyais faire quoi, du coup? Tu te voyais Moi, travailler dans la en finance? vrai, franchement, je savais pas. J'avais envie de gagner de l'argent, tu vois. Et naïvement, tu te dis la finance, c'est le bon. Enfin, pas naïvement, parce que tu vois, on a eu d'autres expériences. Moi, j'ai des potes qui sont salariés dans la finance, ou des connaissances, on va dire, qui sont salariés dans la finance et ils gagnent très très bien leur vie, tu vois. Ok. Je pense que ça fonctionne si tu fais des très bonnes études. Ouais. Moi, j'ai fait des études. J'ai fait une école de commerce post-bac, pas ouf, tu vois. Après, master, c'est quand même déjà pas Non, mal. mais master, effectivement, c'est pas bien, mais tu vois, quand tu vas rentrer dans des grands cabinets, dans des grands fonds d'investissement, des trucs où tu vas vraiment. Tu peux bien gagner ta vie. Faut que tu aies fait des grandes écoles. Limite, faut que tu aies fait un parcours à l'étranger, tu vois, à Londres, à New York. Ok. Et tu te voyais, à ce moment-là, avant de regarder ces publicités, quand tu étais du coup à New York, tu te voyais gagner quel type de revenus dans les 12-24 prochains mois? Franchement, je pense que je te dis, j'avais aucune idée. Tu sais, j'étais un peu dans le. Tu sais, tu rentres en école, tu vas faire ton diplôme, à la fin, tu vas trouver un taf, et puis c'était le parcours classique. Donc moi, je me posais pas de questions. Et justement, je pense que c'est quand j'étais en vrai, quand j'étais en stage, enfin, tu vois, pour un stagiaire à New York, t'es super bien payé. Tu vois, je pense que j'étais payé 2 ou 3 000 euros par mois pour un stage, donc c'est super bien, tu vois. Ouais, Quand de ouf, ouais. t'as 22 ans, t'es encore étudiant. Et par contre, quand tu rentres en France et que tu vois les débouchés de sortie, franchement, je vais plus te dire n'importe quoi, mais je crois que tu sors d'études, c'est entre 35 et 50, tu vois, les salaires tu vois, Après un bac plus 5. après un bac Mais tu plus te voyais 5, être entrepreneur à 40 ans, tu te voyais être millionnaire à 40 ans à ce moment-là ou... En vrai, moi, je sais pas pourquoi, j'ai toujours su que je ferais de l'argent. Enfin, Ok. tu vois, que j'avais cette ambition et je sais pas, je pensais que ça allait se faire tout seul. Et tu vois, quand je te dis je me suis réveillé, c'est vraiment ça, à 22 ans, parce que j'étais dans ce parcours en me disant, vas-y, je vais faire de la finance, j'aurai un bon job. Et puis là, il y a ce gars-là qui me dit que tu peux gagner de l'argent différemment, que en fait, les métiers traditionnels, c'est pas la voie, c'est pas la voie royale pour faire de l'argent. C'est plutôt l'entrepreneuriat. Et bien que moi, j'ai un père qui est entrepreneur, il ne m'a jamais poussé enfin, il nous a jamais incité les enfants. Tu vois, j'ai un grand frère, une petite sœur, à être indépendant. D'accord. Lui, ok. il est entrepreneur, mais il avait un cabinet d'expertise comptable. Donc, il a fait des grandes études. Donc, c'était le parcours, c'est il faut faire des études. Ouais. Après, tu trouves un job et éventuellement, tu vas développer une boîte. Tu vois. T'en as parlé à ton père, du coup Ouais, bien sûr. Bah, tu sais, moi, quand je voulais me lancer, au début, il y croyait pas. Tu vois. Il était en disait quoi, mode, du coup? Quand t'as commencé à regarder tes premières vidéos et t'as eu l'intention d'acheter ta première formation, tu T'as acheté la formation, c'est ça? Ouais, alors j'ai acheté une formation de Tai Lopez, mais c'était une formation qui n'était pas digitale, c'était les 67 Steps. C'était vraiment le premier pied dans la formation en ligne. C'était très dev perso, très. Tu vois, je sais pas comment dire. Mindset. Ouais, exactement. Ouais. Mindset. Et puis en fait, je suis rentré là-dedans. Et lui, il parlait aussi pas mal de SMMA, tu vois, d'agence digitale, de marketing, de dropshipping aussi. Tu vois, c'était toute l'époque. Moi, j'avais testé aussi ce truc-là, tu vois, en 2017. C'était aussi mon premier pas, je pense, tu vois, dans le tester l'entrepreneuriat. Bien Tu sûr. vois. Je lis un bouquin, je suis en Australie, je tombe pareil sur une pub, je vois un mec qui te dit, ouais, tu peux lancer un shop pour $100. Je crois que dans la journée, j'ai créé un shop. J'ai lancé le Ouais. bail et je me suis fait striker mon compte le lendemain. Et en fait, je comprenais pas ce que je faisais. Tu vois, j'ai acheté un bouquin, j'étais pas formé, je faisais un peu. C'est fou parce qu'en fait, tu as vraiment eu le déclic assez rapidement. Moi, tu sais, j'ai beaucoup d'amis aujourd'hui qui ont fait des masters, tu vois. Et en fait, ils ont un petit peu cet orgueil Ouais. ou un petit peu, je vais pas dire ce côté mauvais perdant, mais presque, c'est de se dire, écoute, j'ai payé une école, mes parents ont financé une école, je me suis sacrifié pendant plusieurs années. Pendant 5 ans. Et aujourd'hui, tu es en train de me dire que je viens de voir une publicité sur Internet. Mais parce que en fait, c'est ça, c'est que si cette personne, elle accepte que toi, tu as raison, elle doit accepter qu'elle, elle s'est trompée pendant 5 ans, tu vois. C'est ça. Donc c'est dur de. C'est dur, ouais. Ouais, c'est dur de se dire non, ce mec-là, il a raison. Tu vois, T'as mis combien de temps, toi, du coup, à vraiment avoir ce déclic de te dire, écoute, Bah, dès la mes première études- pub, j'ai l'impression. Ouais, bah en fait, ouais, en vrai, je suis rentré dedans. J'ai mis la forme. Enfin, tu vois, j'ai découvert Tai Lopez 2015. Je pense que j'ai acheté la formation quand j'étais rentré en France, quelques mois plus tard. Je pense que aussi, c'est pour te rassurer, t'en parles autour de toi. Et on Ouais. dit, ouais, non, c'est chelou. Et puis moi, je suis là, non, le mec, regarde son contenu, ça a l'air grave cohérent, grave sérieux. Le mec, il est hyper cultivé, il parle de. Enfin, tout ce qu'il dit, c'était super cohérent, tu vois. Et donc, non, au début, juste je me renseigne, tu vois, le truc, ça a l'air intéressant. Et puis, c'est une autre voie de sortie. Et comme je te disais, quand je voyais les salaires de sortie d'école, je me disais, putain, mais en fait, je vais pas gagner de l'argent tout de suite, tu vois. Et j'ai eu de la chance aussi, quand je faisais mon alternance dans une boîte qui s'appelle Cogent,
Et j'étais super proche du fondateur qui s'appelle Alain, à qui je dis bonjour si tu regardes ça. Et je lui avais parlé de mes ambitions tu vois, de me lancer en indépendant. Et à l'époque, j'étais en mode soit c'était du marketing, donc tu vois, je connaissais un peu j'avais découvert le SMA. J'étais grave intéressé par l'immobilier, mais je savais pas de quoi. Tu vois, moi, j'avais fait ma thèse de master sur l'investissement locatif. Et la finance, en mode, si je rentre dans la finance, c'est pour gagner des sous, je vais aller en fonds d'investissement. Tu vois. Okay. Et donc, ce gars-là, il m'a fait rencontrer, Alain Cogent, il m'a fait rencontrer le directeur du fonds d'investissement qui avait investi dans Cogent et un mec qui s'occupait de l'immobilier chez Cogent. Tu vois. En gros, les deux trucs qui t'intéressaient. Ouais, exactement. Et en gros, du coup, les deux mecs, en gros, ils m'ont dit en fait, t'as envie de te lancer, t'as envie de te lancer en indépendant, de tester l'entrepreneuriat, fais-le, parce que t'as rien à perdre, t'es jeune, tu vois, j'avais 23 ans, 24 ans à l'époque. Il me dit, au pire, tu vois, si ça marche pas, dans 2 ans, tu reviens dans le parcours classique et tu seras en concurrence avec les mecs qui ressortent d'école 2 ans plus tard, tu vois. Bien sûr. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'ai rien à perdre, je me lance. Et après, là, je me suis reformé, j'ai racheté des formations spécifiques, tu vois, sur le marketing digital, sur la pub Facebook, sur les tunnels de vente. Et puis après, j'ai acheté énormément de formations, énormément de bouquins. Et puis c'est un peu comme ça que je me suis lancé là-dedans. Il y a un truc super important que j'avais retenu du coup quand on s'était rencontrés. Et ce truc-là, tu vois, je trouve que c'est super intéressant. En fait, toi, la chance que tu avais eue aussi, c'était que quand tu avais commencé tes études dans le cadre de ton master, tu nous avais partagé en fait que tu avais un professeur qui faisait des cours de finance. Et justement, je pense que tu sauras mieux le raconter que moi là. Non, mais en fait, c'est la déconvenue, tu vois, justement, de l'école, de ce qui est possible. Moi, je faisais de la finance d'entreprise, pas de la finance de marché, mais on avait un module finance de marché. Et donc, je sais plus si c'était en 4e ou en dernière année. Tu vois, tu as un semestre où tu fais de la finance de marché. Et ça, c'était super intéressant. Tu vois, l'investissement, la bourse, les trucs, tu apprends à faire des analyses de marché, à valoriser des boîtes, à savoir si elle est sous-cotée, sous-évaluée ou pas. Et du coup, donc, fin du semestre finance de marché, le prof, il nous dit, bon, bah voilà, ça y est, vous êtes armés pour investir, pour analyser les marchés financiers, pour aller placer votre argent. Et moi, tu vois, plein de naïveté, je lève la main en disant, alors, du coup, vous, c'est quoi les secteurs dans lesquels vous investissez? C'est quoi un peu, comment vous faites, tu vois, votre stratégie d'investissement? Et le mec, il me dit, ah ben non, moi, je laisse mon banquier faire ça. Et donc, je me dis, tu vois, ouais, non, mais dinguerie, je me dis, le mec, il est professeur dans une école de commerce. Tous les ans, il apprend à 500 élèves à investir sur les marchés. Et lui, il n'investit pas sur les marchés. Et là, ça a fait tilt avec, justement, je me souviens, il y avait une phrase de Tai Lopez qui disait ça. En gros, c'était, est-ce que tu veux apprendre des skills dans un parcours académique par quelqu'un qui n'a jamais mis en place ses compétences? Moi, j'en savais rien, tu vois. Je me disais, non, tu vois, t'es en école de commerce. Ouais, exactement. Et parce que je suis sûr que tu as d'autres écoles de commerce où le mec qui va t'apprendre la finance de marché, c'est potentiellement un ancien trader ou quoi, tu vois. Là, c'était pas le cas. Et donc, sa phrase, c'était ça. Est-ce que tu veux apprendre de quelqu'un qui a déjà réalisé ce que tu veux faire ou quelqu'un qui a juste la théorie et qui va te la revendre comme lui, il l'a apprise, tu vois. Et là, ça a fait tilt dans ma tête en mode, ok, donc lui, il l'a jamais fait et il t'apprend comment faire. C'est un peu bizarre. Et à côté, il y a ce gars-là qui te dit, non, mais tu vois... alors, c'est pas une école de commerce, c'est une formation en ligne, ça coûte 1000 balles. Et moi, je vais t'apprendre à monter une boîte avec laquelle derrière, tu vas pouvoir faire de l'argent et plus d'argent que potentiellement le salaire que tu aurais eu en sortant d'études. Donc, tu as eu plus de facilité à déconstruire en fait tout ce qu'on t'avait enseigné dès le départ, à savoir faire 5 ans d'études pour pouvoir ensuite postuler, espérer, tu vois, avoir un revenu. Et justement, donc en fait, quand tu as pris cette décision d'acheter cette formation, entre le moment où tu as acheté cette formation et le moment où tu as pu générer tes premiers revenus, il s'est écoulé combien de temps? En vrai, il s'est passé du temps. Mais parce que je pense que j'étais pas sûr de moi, tu as le syndrome de l'imposteur. Pendant 2 mois, j'ai travaillé gratuitement avec plein de gens de mon entourage qui avaient des boîtes. Ouais. Tu vois, mon père, je te disais, il est expert comptable, donc il avait pas mal d'entrepreneurs autour de lui. Moi, j'avais des potes qui avaient lancé des petits business, enfin des petits business ou des trucs bien d'ailleurs, des trucs qui sont bien développés. Tu vois, des restaurants, un truc de cryothérapie, c'est comme ça. Et donc, je suis allé les voir en mode, ouais, gros, moi, je me suis formé à ça. Viens te voir, on teste des bails, c'est gratuit et moi, je m'entraîne, tu vois. Okay. Donc ça a fait ça. Tu vois, je me suis mis, je me rappelle, j'ai immatriculé mon auto-entreprise en octobre 2018. Ok. Et je crois que j'ai encaissé mes premiers sous en janvier 2019. Bah, donc pendant 2 mois, voilà, 2 mois, j'ai travaillé 2 mois gratuitement. Après, j'ai pas gagné beaucoup, mais par contre, je me sais que je m'étais fixé en gros. Même je me souviens que j'avais dit à mon père, justement, en mode, t'inquiète pas, je me lance en indé, mais à mes parents, parce que tu vois, forcément, ils sont inquiets en mode, attends, tu viens de faire des études. Moi, c'est mes parents qui ont payé mes études, tu vois. Bien sûr. Genre, tu viens de faire de la finance et là, tu vas te lancer sur le marketing digital, à faire de la pub sur les réseaux sociaux, tu vois. Pour nos parents, c'est quelque chose, c'est un peu bizarre. On a investi
dans tes études et finalement, en fait, tu aurais pu faire ça dès le départ. Exactement. Et du coup, moi, je lui avais dit, et je me souviens d'ailleurs, parce que du coup, c'est en septembre, enfin, rentrée, fin de la. Fin comment dire, de mon alternance. Je lui dis, à Noël, avant Noël, je gagne 5 000 euros par mois. Incroyable. Et il me dit, bon, forcément, il est en mode, ouais, enfin, c'est pas qu'il voulait me décourager, mais je pense que c'est pareil, c'est un milieu qu'il connaissait pas, donc il était plus inquiet, ils étaient plus inquiets. Et moi, j'avais aussi ce truc de liberté, où même si comme je te disais, j'avais envie de gagner de l'argent, mais j'avais surtout envie d'être libre et de pouvoir faire un petit peu ce que je veux, tu vois. Et donc, je me suis un peu perdu, je sais plus c'était quoi la question, mais en gros, ouais. Septembre, donc voilà, voilà, exactement. Je te dis ça, j'avais l'objectif de faire 5000 balles. Donc, comme je te dis, moi j'ai encaissé mes premiers sous en janvier, donc ouais. premier, entre guillemets, un échec, mais je le voyais pas comme un échec parce que je sentais que, tu vois, il y avait une espèce de boule de neige, entre guillemets, qui commençait à se faire. Et à partir du moment où j'ai fait cette première mission payante, tout s'est enchaîné. Raconte-moi un petit peu cette première mission payante que tu as pu faire. Franchement, je sais même plus c'était quoi. Je sais même plus c'était quoi le premier client. Okay. Mais je sais qu'il y a eu un truc, j'ai rencontré un mec, enfin, tu sais, je faisais... Et quelle prestation de service tu as pu faire du coup à ce moment-là? Au début, c'était Facebook Ads. Donc en gros, ça veut dire que tu faisais quoi exactement? Tu gères, en gros, tu as des marques qui viennent avec une problématique, il faut se rendre visible. Enfin, on a un budget d'acquisition. Au début, j'ai pas mal bossé avec des startups parce que justement, j'ai essayé de faire du réseau. Tu es sur LinkedIn, tu es dans les groupes et tout. Et j'avais trouvé le profil d'un mec qui avait pris la formation de Tai Lopez. Ok. Et qui avait son agence. Et visiblement, tu vois, ça faisait 1 an qu'il avait son agence. Donc je le contacte en mode, ah putain, j'ai vu que tu es formé par Tai Lopez. Moi aussi, j'ai fait ça. Et je te dis ça, tu vois, c'est 2018. La formation en ligne, Tai Lopez, c'est pas comme aujourd'hui, tu vois. Il n'y a pas tout le monde qui connaît. Il n'y a pas Yomi Denzel, tu vois. Il n'y a pas Oussama Hamar. Enfin, si, il est là, mais il n'est pas aussi visible qu'aujourd'hui, tu vois. Et pareil, je me suis encore perdu. T'as parlé avec ce mec sur Facebook? Ouais, exactement, pardon. J'ai parlé avec ce mec sur Facebook. Donc lui, il était déjà lancé. Lui, il avait lancé une start-up auparavant et il était proche de l'incubateur de Oussama Hamar, justement, de The Family. Et donc lui, il avait un petit peu ses contacts avec pas mal de business, de start-up, tu vois, qui avaient pour la plupart levé des fonds et donc qui sont un objectif de croissance. Ils ont du cash à dépenser sur les régies. Et moi, j'ai commencé comme ça, tu vois. En sous-traitant des missions avec ce gars-là. Et petit à petit, tu vois, je me suis mis aussi sur les plateformes de freelance. Je commençais à me déplacer dans les événements, dans les séminaires, comme là, on s'est rencontrés, tu vois. Et ça a pris, tu vois, comme je te dis, vraiment, ça a pris parce que janvier, je touche mes premiers sous. Et en mars, je fais mon premier mois à 5 000 euros par mois. Incroyable. Et là, en plus, moi, j'étais en auto-entreprise. Au début, tu avais un truc qui s'appelait l'ACRE. Je ne sais pas si ça existe encore. Ouais. Ce qui fait que tu payes 5% d'impôts et taxes. 5,5. Et donc, en gros, la première année, j'ai fait... la première année, ouais, entre octobre et septembre, octobre 2018, septembre 2019, je crois que j'ai fait, je sais pas, 60-70 000 euros. Et tu avais tout, tu avais 5% de taxes, quoi. Ouais, c'était incroyable. Donc, tu vois, l'objectif, entre guillemets, il était rempli. Moi, j'étais hyper fier, tu vois. Tu vas voir tes darons, tu vas regarde. Regarde, c'est bon, j'ai réussi. Et fin 2019, tu vois, je dépasse les plafonds de l'auto-entreprise et je monte l'agence Neptune Digital. Moi, j'ai envie de parler des sujets qui fâchent un peu. Vas-y, je t'en prie. Tu es à l'aise de dire ton chiffre d'affaires sur le podcast ou tu préfères pas en parler? Vous dites le vôtre ou pas? Non, venir, non. Moi, en vrai, moi, ça me dérange pas. Parce que moi, j'ai une boîte française, donc tu sais, les comptes sont publics. Moi, je fais des bilans comptables de septembre à octobre. De octobre à septembre, donc ça veut dire mon chiffre d'affaires l'année dernière, il est public. Et mon chiffre d'affaires de cette année, il sera public en septembre. Donc, dis-nous, tu as payé combien d'impôts l'année dernière? Je paye à peu près 100 000. 100 000 euros d'impôts. Sur la boîte, entre l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les dividendes. Enfin, la flat tax que tu as sur les dividendes, à peu près ça. Ok. Et qu'est-ce que tu en penses? Justement, comme je t'ai dit, tu vois, avec la mauvaise déconvenue, tu vois, il y a un moment, je disais, je suis content de payer les impôts et d'être en France, tu vois, Qu'est-ce que j'en pense? Oui, ça fait mal au cul, ça fait beaucoup, tu vois. Surtout quand tu as une boîte, tu sais, moi, je suis le seul, je suis pas salarié, je suis le seul, je bosse avec des prestats, mais je fais 90% du job tout seul. Donc, c'est sûr, tu te dis, tu donnes tant que ça fait beaucoup, tu vois. En fait, la morale à tirer dans tout ça, au lieu de poser des questions, en fait, c'est que le mec, même s'il paie 100 000 euros d'impôts. Et attends. Combien t'as payé d'impôts l'année dernière, Abner? Moi, j'ai payé presque autant que toi, voire même plus. J'espère que t'as payé plus. Voilà. Mais en fait, le truc qu'il faut savoir dans tout ça, c'est... Et toi, Moued? Ouais, quasiment pareil dans ces ordres-là. Un peu moins quand même. En fait, la morale à tirer dans tout ça, c'est que, en vrai, même si t'es français, même en étant auto-entrepreneur, même en payant autant d'impôts, juste de par le fait que t'es quitté,
tes études, que tu as préféré du coup prendre une formation que tu aurais pu prendre dès le départ finalement, tu vois. Est-ce que du coup, enfin, je pense que même si en réalité tu n'avais pas fait ces études-là, je pense qu'en ayant pris cette formation à 19 ans, 20 ans, je suis persuadé que tu aurais peut-être mis un peu plus de temps par manque d'expérience, mais que tu aurais Ouais, pu générer à tes 22 ans 5 000 € par mois. ouais, c'est sûr. Enfin, en vrai, je suis d'accord. Tu vois, je pense que si t'es grave déterminé et que tu as 18 ans, t'hésites entre te lancer dans les études et faire ça. En vrai, je pense qu'il faut faire les deux. Tu Mhm. vois, les études, c'est jamais une mauvaise chose. Tu vois, et puis même en vrai, tu vois, moi j'ai kiffé la vie étudiante. En vrai, Ouais. aujourd'hui, tu me dirais, est-ce que tu refais le même parcours? Je pense que je referais la même chose. Tu vois. En fait, moi, derrière la question que je posais, c'était pas, c'était plus pour confronter un peu les idées et apporter de la nuance. Parce que toi, aujourd'hui, tu es en France. Ouais. Tu as la possibilité de venir t'installer à Dubaï, mais tu le fais pas. Donc, je sais, ça te fait un peu chier de payer autant. Mais Ouais, si tu restes en mais France, c'est que ça te convient de rester. Enfin, ouais, après, tu vois, c'est. En fait, Moi, il je manque sais de pas, rien. ouais, exactement. Enfin, moi, j'aime ma vie. Tu sais, je suis en région parisienne, c'est grave cool. Moi, je me suis acheté un appart, j'ai un appart sympa. J'ai de la famille dans le sud de la France, j'ai une famille dans le nord de la France. Enfin, tu vois, moi, déjà, j'adore la France, tu vois. C'est agréable de bouger, t'as toutes les saisons, tu vas au ski. Enfin, franchement, aujourd'hui, je me verrais pas quitter la France. Et puis, tu sais, moi ici, enfin, je vous connais vous deux, on connaît quelques entrepreneurs français. Mais tu sais, tous mes potes, toute ma famille elle est en France. Mhm. Puis même, tu vois, en y réfléchissant, je sais même pas s'il y avait beaucoup de potes ici et toute ma famille, si j'aimerais vivre ici, tu vois. En fait, tu vois, c'est ça qui est beau, c'est que, en fait, finalement, le plus important de tout ça, c'est que tu vois, les personnes qui vont écouter ce podcast et qui ont regardé le premier épisode, ils pourraient penser qu'on est anti-France. En fait, tu vois, regarde, t'es un frérot aujourd'hui et tu vois, Quand est-ce que tu reviens en France, Abda? non, mais tu vois ce que je veux dire? Sans toi, non, je reviendrai pas. Mais tu vois, finalement, c'est que, en fait, le plus important, je pense, qui nous relie, c'est qu'on a pu avoir cette liberté géographique. C'est-à-dire que si demain, bah, ça te casse les bonbons de rester en France, tu as cette liberté de pouvoir partir où tu ouais, veux. aller où tu veux. Et ça, c'est vraiment, je pense, ce qu'on essaie de vendre un petit peu à notre audience. C'est vraiment, bah, si tu kiffes la France, on est content, mais si tu quittes la France, enfin si tu kiffes la France, c'est pas pour autant que tu es notre ennemi. Nous, en fait, ce qu'on recherche avant tout, C'est d'avoir le choix. c'est des personnes qui se mentent pas eux-mêmes, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes en France qui détestent la France au fond d'eux, mais qui aiment la France mieux que toi dans leurs propres paroles. Tu vois ce que je veux te dire? Ils ont pas Et le les choix, mecs, ouais. s'ils avaient là, cette liberté géographique, certainement qu'ils seraient pas en France. Tu vois ce que je veux dire? Toi, aujourd'hui, tu as cette liberté de pouvoir partir où tu veux, mais tu préfères la France Après, et, et- et- aujourd'hui, tu vois, et c'est j'en sais prouvé. rien, tu vois, j'en sais rien, je serai Oui, dans mais, 5 oui, ans. mais, oui, mais tu vois, tu ne te mens pas à toi-même. En fait, tu as le choix. c'est Ouais, ça. ouais, exactement. Après, T'as ouais, ce comme tu dis, toi, tu disais très bien, tu te fais trouer potentiellement. Tu peux partir de ce principe-là. Ou alors, comme je te disais, tu peux partir du principe que, entre guillemets, c'est les règles. Alors, ouais, les règles du jeu, elles sont un peu rigides et strictes. Mais c'est le jeu, tu vois. Donc, si tu veux jouer au jeu de l'entrepreneuriat en France, c'est ça. Et puis, en vrai, tu vois, on parle de 100 000 € d'impôts, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, ça reste dérisoire par rapport Ouais, d'autres à personnes, ouais. on est des toutes petites entreprises, tu vois. Tu as des grosses boîtes qui payent des millions d'euros d'impôts, et puis tu peux tout organiser Mais c'est la pour liberté avoir du des choix, en avantages fait. fiscaux aussi. C'est ça, c'est plus En important. fait, c'est vraiment la liberté du choix. C'est-à-dire que ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est qu'on a cette liberté de choisir ce qu'on a vraiment envie sans se mentir à soi-même ou sans justifier notre propre malheur. euh, Parce qu'en fait, on n'a aucun pouvoir dessus. Et là, en fait, on a le pouvoir, tous les trois, de pouvoir vraiment. C'est comme, tu kiffer. sais, des fois dans les pubs sur des trucs en IMO, tu as des mecs qui disent ouais, mais tu payes X d'impôts, machin et tout. Mais si tu payes de l'impôt, c'est que tu fais de l'argent. tu Ah vois. ouais, mais exactement. Moi, du coup, en jouant à ce jeu-là, moi, j'ai qu'une envie, c'est de payer le maximum d'impôts possible. Ça veut dire que tu gagnes plus d'argent, tu vois. Donc, si tu acceptes de jouer à ce jeu-là, bah vas-y, tu vois, c'est ok, tu vois. Voilà, après, moi, c'est surtout qu'après, voilà, il y a des priorités. Et heureusement, sinon, on serait des jumeaux, tu vois. Et même si on était des jumeaux, on n'aurait même pas les mêmes priorités. Mais tu vois, bah, aujourd'hui, moi, par exemple, je pars du principe, comme j'ai déjà dit, que je comprends pas, tu vois, comment un gouvernement, tu vois, peut prendre autant ou peut gagner 10 fois plus que toi, tu vois, pour certains types d'activités, tu vois ce que je veux dire. Moi, ça me fait trop mal au cœur quand je vois beaucoup d'associés qui vont se disputer, qui vont mettre à terme des relations amicales, tu vois, qui ont pu durer depuis l'enfance, etc., des fournisseurs. Et en fait, je me dis, mais comment c'est possible, tu vois, de faire
de faire ce virement, tu vois. Mais est-ce que c'est le problème? Est-ce que c'est les impôts ou est-ce que c'est les associés, tu vois? Je pense que, encore une fois, si tu acceptes les règles du jeu. Non, moi, c'est plus genre donner cet argent, ce montant. Par rapport à ce que tu reçois en retour, en fait. Ouais, en fait, à un gouvernement, mais en fait, c'est que je trouve que c'est vraiment pas du tout justifié, tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, franchement, le pourcentage, pour moi, il est pas du tout justifié aujourd'hui. Non, en vrai, le débat, on l'a déjà eu 1000 fois. Mais Après, voilà, tu mais vois, bon. c'est de te dire, oui, ok, c'est élevé. Maintenant, tu vois, est-ce que c'est cool la France? Moi, j'ai envie de te dire, oui, tu vois, j'adore la France. Ah, mais donc, c'est cool, mais bon. j'accepte de. En fait, tu vois, tu vois ce que je disais, je préfère payer ça d'impôts et être en France et avoir le Et voir la lifestyle que j'ai liberté et le lifestyle aujourd'hui, que t'as, ouais, et bien après sûr. de pouvoir bouger à droite à gauche quand Mm. tu as envie de le faire, que demain devoir déménager à Dubaï ou dans un n'importe quel autre endroit où tu n'auras pas de taxes, mais T'as pas tes tu vas amis. parce que tu payes pas d'impôts. En fait, tu vois, moi, Ouais. Ouais, c'est ça. oui, tu as envie de gagner de l'argent, mais la vie, c'est pas que gagner de l'argent, tu vois. C'est clair. C'est Non, pas- Je suis d'accord à 100%. Et puis aussi, une fois de plus, c'est propre à l'expérience de chacun. Là, avant de venir, tu as vécu une mauvaise expérience. Mais heureusement que tu as vécu d'autres bonnes expériences avant, tu vois, à Dubaï. Abder et moi, on n'a pas grandi dans la même ville que toi. On n'a peut-être pas eu les mêmes expériences que toi, tu vois. Ce qui fait que toi, aujourd'hui, là où tu es, bah, tu m'as déjà invité, je suis allé plusieurs fois chez toi. Je vois le contexte, le quartier, enfin l'environnement dans lequel tu es. C'est cool. C'est hyper cool en vrai. Donc, ouais, je comprends que. Après, moi, là où, si tu veux, on peut partir sur un débat, toi et moi, et c'est parti. Vas-y, hein. En fait, c'est que moi, tu vois, en fait, encore une fois de plus, les Je impôts, t'arbitre, moi. je m'en fiche complètement. Si tu veux, en fait, pour être totalement transparent avec toi, je pense qu'aujourd'hui, hein, si Dubaï me demandait 50% de mes revenus, comme en France, tu vois, enfin, façon de parler, je préférerais habiter à Dubaï, tu vois. Et même si tu sais quoi, je vais te dire, je vais aller encore plus loin que ça. Si aujourd'hui j'avais un dilemme de payer 2 fois plus d'impôts à Dubaï qu'en France, je préférerais rester à Dubaï. Pourquoi? Déjà pour l'éducation des enfants. Je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, en 2024, t'as quel âge, Quentin? J'ai 30 ans. 30 ans. Bah écoute, je sais pas, dans 10 ans par exemple, moi tu sais, j'aime bien me projeter à la fois sur du court terme et à la fois sur du long terme. Je me dis aujourd'hui, si j'ai des enfants et que je leur souhaite la meilleure des éducations possibles, pour moi en fait le système scolaire aujourd'hui, tu vois, en France, même s'il est gratuit et c'est très bien, pour moi, il n'est pas adapté, tu vois, au monde dans lequel on est, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, par exemple, moi, à Dubaï, je suis beaucoup de parents qui ont des enfants qui auparavant étaient en France ou en Suisse. Et vraiment, tu vois, le système scolaire, il est fait de la sorte que c'est adopté au nouveau monde, tu vois ce que je veux dire. Les enfants sont contents d'aller à l'école. Moi, tu sais, quand j'étais en cours, comme on en avait déjà parlé, c'était une torture pour moi. Pour la plupart du temps, Mais je pense que enfin, je vois ce que tu veux dire, mais je pense que toi, tu serais allé à l'école à Dubaï, ça aurait été pareil. En fait, toi, ce qui t'allait pas, c'est d'être assis, tu vois, suivre un cours magistral, entre guillemets. non, c'était surtout que c'était pas adapté en fait. Ouais, mais en vrai, qu'est-ce qui va changer à Dubaï? Peut-être tu vas mieux parler anglais. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est Moi, je quoi, suis- non, non. c'est quoi que c'est quoi pour toi les grosses différences sur le système éducatif? Bah, la grosse différence, c'est qu'en fait, on spécialise l'enfant, par exemple, à l'école primaire, si ton fiston ou ta fille, elle est à l'aise avec le fait de créer des applications, je te donne un exemple, hein. Bah, en fait, dès l'école primaire, on va enseigner à ton enfant à programmer des applications. Ouais, mais ça, c'est des écoles privées à Dubaï. Et Non, en mais- France, il y a aussi des écoles privées. Donc, si tu veux, par exemple, la méthode Montessori, où tu sais, as des écoles privées qui, je pense, peuvent proposer un meilleur service que les écoles publiques. Non, c'est pas le cas. Alors, tu sais, je vais te dire un truc. J'aimerais bien que tu me donnes. On a grandi à Clermont-Ferrand. J'aimerais bien que tu me donnes la liste des écoles primaires où vraiment l'éducation, elle est centrée sur le monde d'aujourd'hui. Bah, vas-y, donne-moi une liste d'écoles à Dubaï où l'éducation est centrée. Tous. C'est-à-dire que dès l'école primaire à Dubaï, c'est vraiment centré et c'est mis à jour par rapport au monde de demain. Et puis c'est très bien. Comment Tu tu m'envoies sais souvent, tu m'envoies bah parce que je me suis renseigné et que je suis beaucoup de parents, tu vois, qui ont des enfants, qui leurs enfants auparavant étaient en France, à l'école ou en Suisse. Aujourd'hui, ils apprennent vraiment des choses qui leur permettent d'être vraiment dès le départ, hein, dès leur plus jeune âge, d'être vraiment une meilleure version d'eux-mêmes et de pouvoir vraiment appliquer au fur et à mesure de leur évolution, tu vois, à travers leur adolescence, etc. En fait, vraiment, tout ce qu'ils apprennent à l'école, ça leur sert, tu vois. Et moi, je trouve ça vraiment dommage de gâcher le temps d'un enfant, tu vois, de ses 6 à 18 ans. Et je te jure, et quand je te dis, je parle d'impôts, je suis prêt à tout donner, tu vois. Par exemple, pour mes enfants, demain, je suis prêt à tout donner pour que réellement, ce qu'ils apprennent de leurs 6 à 18 ans, là où vraiment leur cerveau, tu vois, il est... Ouais, c'est le moment où ils apprennent le mieux. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, moi, je pense que j'ai pas une vision aussi radicale que la tienne. Tu vois, je pense que effectivement, le système français éducatif il peut être amélioré sur plein d'aspects.
Après, tu vois, entre mes 7 ans et mes 18 ans, même si, tu vois, moi, j'étais pas un bosseur, j'aimais pas le système, enfin, j'aimais pas ce cadre non plus, c'était pas horrible non plus, tu vois. Donc, j'entends que tu peux avoir quelque chose de mieux. Maintenant, tu vois, il faut avoir un peu de Ouais. subtilité. Ouais, c'était pas horrible parce que tu as réussi aujourd'hui. Mais tu sais, Oui, mais c'est pas. Enfin, avec. Dans le système français, tu as réussi, donc tu aurais pu. Enfin, je pense pas que ce soit le problème. Tu moi, vois, tu sais, j'ai des collègues aujourd'hui, honnêtement, pour la plupart des collègues que j'ai eus, aujourd'hui, ils sont pas heureux. En tout cas, s'ils te disent qu'ils sont heureux, ils se mentent à eux-mêmes. Tu sais, toi, moi, je te considère comme un petit peu un rescapé, une personne qui a compris beaucoup de choses que tes collègues, tes camarades n'ont pas compris, tu vois. Et ça, j'en suis persuadé. Tu vois, de par la réflexion que tu as pu avoir. Et c'est pour ça qu'on a accroché ensemble. Ton professeur qui donnait des cours sur la finance, et en fait, lui-même, n'était même pas capable. Et en fait, toi, tu as su un petit peu faire partie tu vois, de cette. T'es vraiment, voilà, t'es le cheval de Troie, on va dire, si tu veux. Ah, mais parce que aussi j'avais peut-être un profil, tu vois, à vouloir être indépendant, libre. Tu sais, tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur, tu vois. Donc si moi ça me convenait pas parce que je voulais cette liberté, je voulais créer mon truc et décider entre guillemets de mes propres choix, Hmm. tout le monde n'est pas comme ça, tu vois. Je vais te Moi j'ai raconter- plein de potes qui sont très heureux dans le salariat, j'ai plein de potes qui gagnent mieux leur vie que moi dans le salariat. Hmm. Donc tu vois, je pense que tout se vaut, tu vois. Ça dépend de ta personnalité et tu peux pas comparer, tu vois. Ce que toi tu vas ressentir d'un système ou d'un modèle éducatif parce que toi tu as des ambitions différentes avec dire bon bah eux ils se mentent à eux-mêmes. Tu serais Enfin, prêt je pense qu'il y a du vrai, tu vois. Attends, je vais apporter une réponse très concrète. Moi, tu sais, quand j'étais en Angleterre, j'avais une collègue qui avait fait ses études pour devenir professeur. Donc, elle avait été professeure en France et en Angleterre et elle a littéralement décidé d'arrêter cette profession dans laquelle elle s'était investie de bon cœur. La raison principale, c'était qu'en fait, elle ne comprenait pas pourquoi un enfant était dans l'obligation d'être bon dans toutes les matières. Alors, tu vois, c'est ça le Hmm. problème aujourd'hui, tu vois. C'est que, tu vois, en France, mais même dans d'autres pays, tu vois, en Europe, peu importe, c'est qu'en fait, on t'oblige quelque part à être bon dans toutes les matières. Et ça, je trouve ça grave, très gravissime. Parce Est-ce que. qu'on t'oblige à être bon dans toutes les matières ou est-ce qu'on te donne des bases? En fait, je veux pas après être le défenseur du Mais système tu éducatif te fais français, hein. harceler, tu as des réunions par un J'ai pas de professeur part. pour chaque matière. C'est vrai ou pas? À chaque fois, tu as une réunion avec le professeur d'histoire. Tu sais, moi, c'était comme ça que ça se passait au collège. Tu as une réunion avec le professeur d'anglais, tu as une réunion avec le professeur de français, avec le professeur de mathématiques. Et, tu sais, je vais te dire un truc, tes parents, si dans la réunion, ils ont vu les 10 professeurs et qu'il n'y a que 2 bons professeurs qui t'ont vendu ta zone de génie, mais que le reste, c'est de la merde, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ton papa, il va pas être content. Mais peut-être que ton papa, il est intelligent et qui fait partie des papas qui font, tu vois, la part des choses, qui prennent du recul. Mais la plupart des parents, ils vont te dire quoi? Mais t'es une merde, t'es nul partout. Et ils vont regarder que le négatif. Moi, en tout cas, je te dis la vérité, c'était comme ça. Pour ma part, c'était le cas. Et en fait, en tant qu'élève, combien de camarades que j'avais, et j'étais à l'affût, je regardais, ils étaient stressés avant chaque contrôle, des crises d'angoisse, parce que le mec, il n'est pas fait pour les mathématiques, tu vois ce que je veux dire? Le mec, il n'est pas fait pour le français. Mais il est bon dans cette matière-là, tu vois. Et le mec, en fait, il est là, en fait, il va. Tu stresses un enfant à faire quelque chose qu'il n'aime pas, pour laquelle il ne comprend même pas pourquoi il devrait faire ça. Et moi, je trouve que c'est pas du tout comme ça qu'on construit un monde meilleur pour demain. Pour moi, il faut comprendre vraiment là où ton enfant il est bon. Et tu ne dois pas le harceler par rapport au fait qu'il soit pas bon dans certaines matières, tu vois. Pour moi, c'est clair, tu vois. Enfin, c'est vraiment dans ce point de vue-là que je veux voir les choses. J'ai une question par rapport au salariat, ça n'a rien à voir. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de la poser. Ouais, dis-moi. Est-ce que quand tu disais, ouais, tu as des salariés qui gagnent mieux leur vie que moi, toi, tu serais capable de retourner dans le salariat si on te propose plus? Franchement, non, je pense pas. Pourquoi? Parce que liberté. Peu importe, même si on te propose Ouais, justement, je pense 1 que million par an même si tu me dis demain, il faut que tu gagnes moins en restant indépendant. Ouais, je pense que. Même pour 1 million par an de bénéfices nets après impôt tout payé, tu fais pas 1 an dans le Bah, salariat. ça dépend le job, tu vois. Si c'est un truc que t'as pas envie de faire, non. Si c'est un truc qui est super cool, dans lequel tu t'épanouis, bah bien sûr, tu vois. Ok. Et puis, tu vois, c'est ce qu'on se dit aussi, nous, la réalité des. Bon, moi, je suis pas le mec qui travaille le plus. Je l'admets, tu vois, et je suis conscient aussi, tu vois, je suis cohérent par rapport à ça, tu vois, tu as aussi les résultats Ouais. par rapport aux efforts que tu mets en place. Moi, je suis conscient que je suis un branleur par rapport à plein d'autres. Tu vois, nous, on envoie, et puis toi, je sais, tu vois, T'es hyper efficace, par contre. peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, quand tu es entrepreneur, t'as pas nécessairement la good life. Déjà, tous les entrepreneurs, ils ont pas un business qui fonctionne, et t'en as qui charbonnent de 6h à 22h. Alors, il y en a qui veulent le faire, et c'est leur choix. T'en as qui n'ont pas le choix de le faire, tu vois. Et en réalité, quand tu es salarié, alors
alors c'est pareil, ça dépend des responsabilités que tu as, mais tu as moins cette pression, tu as moins la responsabilité. Quand tu es en week-end, bah, c'est bon, tu es en week-end, tu es en vraies vacances. Tu vois, là, nous, on se déplace, on dit que je suis en vacances, mais je suis pas en vacances. Tu vois, tu bosses tous les jours, tu réponds aux appels, tu réponds aux mails. Donc, si tu me proposes un job et il faut bosser pour BKB Consulting, je signe direct. Un M l'année net. Mais qu'est-ce que tu penses du coup, Quentin, des personnes qui font pareil que toi, qui travaillent de 6h à 22h et pour qui ça marche pas? Tu penses c'est quoi la raison principale qui fait que ça marche pas? Alors que toi, et je te connais, tu es super efficace dans ce que tu fais. Je sais qu'en 10 fois moins de temps, tu peux faire 10 fois mieux qu'eux. Bah déjà, ça dépend de ton business model. Hein, tu vois, Mais le moi, mec, je vais il te fait prendre tout un bien. exemple. Regarde, mon frère, il est entrepreneur avec sa femme, ils ont un resto. T'as pas le choix que de bosser de 6h et encore, je te dis 22, c'est la fin du service, je sais pas, c'est minuit, tu vois. Ça marche pour eux, je veux dire. Ouais, ça marche, mais oui, et puis ils sont heureux, comment dire, c'était leur ambition, c'était leur rêve, tu vois, d'ouvrir leur resto. Mais t'as pas du tout les mêmes marges, tu vois, c'est pas du tout le même business model, tu vois. Donc là, tu charbonnes et la vérité, Et pour une personne qui fait vraiment pareil que toi aujourd'hui, qui charbonne de 6h à 22h et qui n'arrive pas à... c'est qui il tire à côté. Moi, je pense que ce serait cool que Nous, tu dans nos métiers digitaux, t'apprends une compétence qui a de la valeur. Si tu charbonnes de 6h à 22h et que tu fais pas d'argent, c'est que soit que t'es pas bon, enfin, ouais. Ouais, Donne une réponse par rapport à ça, Mourad. Bah, moi, déjà, je voudrais juste un truc hyper intéressant que tu m'as expliqué, Quentin, récemment. J'ai trouvé ça ultra intéressant. C'est, tu sais, la courbe dont tu parles. Est-ce que tu es chaud là de l'expliquer rapidos avant que Ouais, alors j'aurais peut-être pas tous les bons termes, mais c'est tu vois, l'effet Dunning-Kruger. Tu vois, en gros, c'est tu rentres, tu découvres, c'est ton niveau de hype, tu découvres un sujet ou une compétence ou genre tu te lances dans un projet. Tu vas être hyper hypé, tu vois, tu as une courbe qui fait comme as, qui monte, et puis plus tu vas en apprendre sur le sujet. Enfin, c'est surtout ça par rapport à, tu vas découvrir un sujet, et ce que je te disais hier, forcément, tu en as dans ton entourage. Tu as des gars, ils ont découvert la crypto, ils ont lu 2-3 articles, et ça y est, ils se prennent pour 6Z, tu vois. Et si toi, tu as lu un peu, et que même sans avoir plus de connaissances, tu te dis putain, le mec il se prend pour un génie alors qu'il vient de découvrir le truc, tu vois. Et donc c'est ça, t'es à un niveau de hype qui est énorme, ou même quand tu te lances dans un projet, tu vois, tu te lances, t'as énormément de motivation. Et puis plus le projet va avancer, ou plus tu vas découvrir, tu vois, en te renseignant que finalement t'es pas du tout un expert et que t'en sais rien du tout, tu vas avoir ta hype qui descend, tu vas traverser une espèce de vallée du désert. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de, tu disais les gens qui travaillent de 6h à 22h et que ça fonctionne pas. Je pense que c'est aussi peut-être que tu es dans le creux de la vague et tu travailles pas sur le bon, comment dire, le bon angle de ton business ou le bon département, qui fait que tu travailles pas, peut-être tu mets pas les efforts peut-être au bon endroit. Et tu traverses une vallée du désert, tu vois, et souvent les gens abandonnent ici, tu vois. Exactement. Bah, moi, pour répondre, en fait, c'est super que tu dis ça. En gros, en fait, la courbe, elle est vraiment comme ça, tu vois. Tu découvres le truc, boum, 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 t'es hypé. Tu commences à faire des recherches. À ce moment-là, tu penses que tu vas devenir millionnaire dans 10 jours. Et plus ça avance dans ton business, et plus tu rencontres des problèmes, des difficultés, des galères. En fait, ça va pas être aussi facile que ça. Je vais peut-être devoir faire ça en plus, ça en plus, ça en plus. Et je te rends compte qu'en fait, tu es beaucoup moins compétent que tu ne le pensais et que ça nécessite beaucoup plus de temps, d'énergie, d'effort. Et tu passes systématiquement, ça c'est un point commun quand je pense quasiment tous les entrepreneurs. C'est ultra rare que tu te lances et que ça marche direct, tu vois. Ça existe, on connaît certains cas, les mecs, ils ont lancé un truc, une VSL, un truc, ça a pris direct. Mais généralement, quand tu lances un business, tu passes forcément par une vallée du désert. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose aussi, tu vois. Ouais. Je pense que si tu lances un truc et que ça prend direct et que tu n'as jamais d'échec, tu te remets pas en question, tu te remets pas en question, et au premier obstacle, tu vas te dire putain, je comprends pas. C'est ça. Moi, je trouve que c'est aussi une bonne chose, tu vois, de passer par un moment où tu réalises qu'il faut bosser, tu vois, qu'il faut te renseigner plus que ça. Mais du coup, pour répondre à ta question, Abder, je pense que les gens, quand ils sont dans le haut de la vague, ils sont hyper contents. Et ensuite, quand ils sont dans le creux de la vague, cette vallée du désert, ils n'ont pas le mental. Et ils ont aussi le syndrome de l'objet brillant, où en fait, tu découvres un nouveau business. Trop bien, je vais faire 1 million d'euros, machin, blablabla. C'est compliqué. Il y a mon compte Stripe qui a sauté. Il y a ceci, il y a cela. Nouvelle opportunité. Et en fait, à chaque fois, c'est comme ça, tu vois. Et tu les vois. Tu as des gens que tu croises, ils sont, j'en sais rien, ils sont experts Instagram. Tu les croises 6 mois après, et maintenant ils font de la pub Facebook. 6 mois après, ils t'aident à faire un assistant ChatGPT. Tu vois, mais je pense que c'est ça, c'est que des gens qui vont traverser une vallée du désert et qui vont pas mettre les efforts nécessaires pour aller au bout et capitaliser sur une compétence ou un business, un seul business, tu vois. Et donc tu vas te dire, tu vas changer d'opportunité en pensant que c'est ça qui va faire que ça va marcher, et tu vas faire le même parcours et tu vas abandonner. En fait, moi je pense que si tu restes focus sur le même business, peu importe ce que c'est,
au bout d'un moment, ça va marcher. Si tu es très bon, ça va marcher plus rapidement. Toi, par exemple, tu as été très bon. Ta vallée du désert, elle a duré quoi 2, 3, 4 mois, un truc comme ça, avant que tu signes ton premier client. Tu as des personnes pour qui ça va peut-être prendre 1 an. Moi, j'avais parlé avec Michael Ferrari. Il m'avait dit que sa vallée du désert, je crois qu'elle avait duré 4-6 ans. Ah ouais. Et le mec, il continue à faire des Limo, des blogs. Non, tu sais, il faisait ses par blogs. rapport à son, ouais. son blog. Il faisait des blogs et tout le temps, il postait. Mais qui aurait eu le courage, les épaules, de continuer à le faire pendant des années? La plupart des gens, ils font un truc pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils abandonnent. Ouais. Alors que peut-être qu'en fait, tu sais, c'est un peu cette image de. Tu sais, t'es en train de. Tu sais, l'image là qui est un peu virale. Ouais, tu creuses, tu creuses, et en fait, t'étais à 3 cm d'avoir la mine remplie de diamants, tu vois. Et donc, non, je pense que si tu fais un truc et que tu le fais suffisamment longtemps, tu vas forcément t'améliorer. Et à un moment donné, ça va marcher, tu vois. Alors, moi, j'ai envie d'apporter une petite contradiction à ce que vous dites. Je pense qu'en fait, il y a. Alors, pour répondre à la question de pourquoi il y a des gens qui font par exemple pareil que Quentin, qui travaillent de 6h à 22h et pour qui ça marche pas, déjà, il y a un facteur génétique, mais c'est pas le plus important. Moi, je travaille pas de 6 heures. Genre, là, justement. Quand tu t'es lancé, tu travaillais énormément au Je début. travaille beaucoup plus que. Je pense que j'étais plus. J'allais dire plus investi. Non, pas plus investi, mais justement, tu veux te donner les moyens. Donc, tu te lèves tôt, tu fais de la méditation, tu lis des bouquins. Il y a pas, après, tu vois, en fait, pour moi, il y a un petit facteur génétique, mais c'est pas le plus important. Le facteur génétique, c'est que tu as des personnes, peu importe là où ils vont se lancer, ils vont avoir beaucoup de facilité, tu vois. Genre, ils vont arriver. Comme à l'école, quoi. Voilà, même tu as des gens dans le sport, tu vois, ils arrivent, ils découvrent un nouveau sport. Les mecs, ils sont faits pour ça, tu vois. Tu as des mecs, il faut qu'ils aillent vers un sport en particulier pour lequel ils sont faits. Tu vois, par exemple, des fois, tu vas trouver un boxeur. Le mec, il peut faire du basket toute sa vie, ça va être une vraie quiche. Bien sûr. Ouais. Ah, mais ça, je pense, c'est pour ça, tu as raison. Je pense qu'il faut être aussi aligné avec ce que tu veux faire. Et c'est peut-être, tu vois, ce quand tu disais, je pense, si tu restes dans un sujet assez longtemps, tu vas réussir. Peut-être pas, tu vois, genre justement, si t'es pas dans le bon business. Ouais. Il y a plein de gens qui vont se lancer, n'importe quoi. T'entends parler de Facebook ou de IA, tu vois. Tu te dis, ok, c'est ça qu'il faut faire. En fait, tu te rends compte que ça colle pas du tout à ta personnalité. Et, mais si tu as vraiment envie de le faire, pour moi, tu peux y arriver. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. C'est en gros, je pense que de base, on a tous des prédispositions. Moi, par exemple, c'est le fait de parler, tu vois, d'être à l'aise à l'oral. Donc, naturellement, je me suis orienté vers le closing, tu vois. Tu as des personnes, ça va plutôt être des compétences de design, de graphisme, etc. Ils vont s'orienter vers peut-être de la création de sites web, des trucs comme ça. Mais je pense que n'importe qui peut changer la personne qu'il est s'il le veut vraiment, tu vois. Tu peux avoir un mec qui est ultra timide de base et qui devient ultra confiant et qui fait des séminaires devant des milliers de personnes, comme tu peux avoir un mec qui de base a pas des prédispositions pour le sport, limite est handicapé, et en fait, mais ça va lui demander plus de travail que les autres, mais s'il le veut vraiment, il va y arriver. Et ça, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est le fait que en fait, tes neurones et la personne que tu es n'est pas définie, en fait, tu vois. C'est pas Quentin est timide et Quentin va mourir timide. Quentin a la possibilité de devenir différent. C'est comme la conduite, tu vois. J'aime bien donner cet exemple. C'est, tu sais, quand tu apprends à conduire, moi, la première fois que j'ai conduit, que j'ai pris le volant de ma vie, je me souviens, j'ai appuyé sur l'embrayage et je regardais si, tac, je suis bien en première, je suis bien en deuxième, machin. Tu me revoyais 2 ans après. Limite, je me disais, t'as fait gaffe, t'es en train de conduire là. Tu sais, j'ai oublié. Non, mais ça c'est clair. Et c'est parce que tu as des habitudes. Exactement. Vas-y, tu voulais dire, Albert, tu voulais rebondir par rapport à ça? En fait, surtout, ce que j'aimerais dire, c'est que. En fait, c'est aussi pour aider beaucoup de personnes, quelque part, tu vois, qui sont vraiment plus obsédées par leur réussite, tu vois, financière, à vouloir, en fait, s'imposer, tu vois, une activité pour laquelle ils sont pas du tout à l'aise, mais parce qu'en fait, juste, il y a l'appât du gain, tu vois, quelque part. Ça veut dire, je sais pas, je vais te donner un exemple, l'e-commerce, tu vois, le dropshipping. Le mec, il voit, en fait, qu'il y a moyen de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais le mec, à la base, il n'est pas fait pour ça, tu vois. Le mec, il est peut-être juste finalement fait pour être commercial, pour ouvrir une boîte, pour ouvrir une salle de sport, pour être coach sportif. Est-ce que tu penses que s'il le fait suffisamment longtemps, même s'il le fait, s'il le fait 20 ans, il n'aura jamais de résultat? Non, non, mais justement, en fait, il va avoir un résultat, mais c'est du gâchis quelque part. Ouais, bien sûr. Pour certaines personnes, c'est qu'en fait, ils vont mettre 10, 15 fois plus de temps, tu vois, que Quentin, par exemple, si lui, il était vraiment fait pour ça. Et en fait, simplement par rapport au fait qu'ils vont penser, qu'ils vont arriver plus rapidement à faire ce chiffre d'affaires, alors qu'en réalité, si vraiment ils se focus sur ce qu'ils aiment faire, ou en tout cas sur leurs prédispositions, sur leur zone de génie, même si en fait l'appât du gain, il a l'air beaucoup moins accessible dès le départ, mais en fait, ils arriveront beaucoup plus facilement à faire leurs millions d'euros en allant tout droit vers ce qu'ils aiment faire. Et tu sais, souvent, j'avais entendu une fois, entre tes 12 à 18 ans, tu as souvent développé 1 ou 2 compétences
pour laquelle on te félicite souvent. Euh, pour un profil extraverti, t'es un bon vendeur, t'es super bon socialement parlant. Ou par exemple, pour un profil introverti, putain, mais t'es trop bon derrière un PC, t'es chaud, mec. Tu sais créer des logiciels, tu Ouais, bien sais. sûr. Et en fait, tout, ce- tout le mérite quand t'as inventé de tes 12 à 18 ans, je pense que tu dois vraiment plus te focus sur ça dès le départ. T'as un mec, par exemple, entre ses 12 et 18 ans, il était ultra sportif. Le mec incroyablement sportif, bah en fait, à ce moment-là, plutôt que d'aller poser ton cul derrière un PC, tu vois ce que je veux dire, toute la journée, et de te dire, écoute, je vais peut-être faire ça. Alors, si tu as la chance d'être bon partout, vraiment dans là où ce que tu commandes, mais moi, ce que je recommanderais vraiment, c'est va là où tu es bon, tu vois, dès le départ. C'est vraiment le meilleur conseil que je Après, peux tu le donner. sais pas forcément, tu vois, là où t'es Ouais, et bon. puis il faut pas que. Enfin, c'est pas. Enfin, je pense que tes 12 à 18 ans ne définissent pas non plus toute ta vie, tu vois. Bien sûr, mais façon Tu de vois, parce que parler. pour le coup, tu vois, moi j'étais à fond dans le rugby quand j'étais jeune. Moi j'étais en mode je veux faire rugbyman pro. Hmm. À 16 ans, tu réalises que t'as pas le niveau. Heureusement que tu es prêt à dévier, même si tu vois, tu as été bon en sport toute ta vie. Et à te remettre en question, surtout. Ouais. Moi, Il y a ce des qui cas est- spécifiques, bien sûr, mais vraiment, je pense à un conseil qui peut vraiment concerner une bonne partie de la masse, tu vois. C'est souvent ce que j'ai vu dans ma vie. Moi, tu sais, je vais te dire, je suis la première victime de tout ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, très grosse remise en question. Moi, tu vois, depuis tout petit, j'ai toujours été une personne assez extravertie. J'ai toujours aimé un petit peu le côté social. Mhm. J'ai toujours détesté le fait de rester derrière un bureau, peu importe l'activité, telle qu'elle soit. En fait, tout ce que je voulais, et tu sais, souvent, je séchais des cours juste pour aller au sport ou juste pour rester dehors, tu vois, juste pas rester derrière un bureau. Et en fait, j'ai vraiment fait des études pour faire plaisir à mes parents, mais aussi pour me faire, d'une certaine manière, je me suis dit, c'est la seule manière pour moi de pas finir derrière un chantier ou pas être pauvre. Et en fait, je l'ai fait. Et finalement, en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas ça en fait qui me rend heureux, tu vois. Même si je sais que j'ai ces facilités-là qui me permettent vraiment de faire n'importe quoi derrière un bureau, si je m'investis, je pourrais vraiment faire des millions et j'en suis persuadé. Mais aujourd'hui, c'est pas ça en fait qui fait que je me sens vivant, tu vois, quelque Ouais, t'es pas part. heureux, quoi. Je me Dans sens, cette je activité me que sens tu pas fais. heureux aujourd'hui, tu vois. C'est ce qui fait que là, tu es en train d'opérer une transition. Ouais, une transition. Parce qu'en fait, je me rends compte que, ouais, il y a l'argent. J'ai réussi à avoir, en fait, l'argent, tu vois. Mais qu'aujourd'hui, en fait, une fois que tu as l'argent et que tu n'as plus besoin de regarder ton compte à la fin du mois, ben, en fait, tu n'as plus cette motivation, ce feu que tu as en Mhm. toi, Ouais, ouais. où tu as envie de passer les vitesses supérieures. Et je le sens que, justement, en fait, en basculant vers une activité où je reste pas à la maison toute la journée, et ben là, je sais que ça va tout changer, tu vois, pour moi, et j'en suis persuadé. T'es resté combien de temps? Excuse-moi, je te coupe. Ça faisait combien de temps que tu étais lancé dans les business? Je sais pas si tu en as déjà parlé. Si tu peux dire ce que tu Bah en faisais. fait, depuis toujours, si tu veux, je suis toujours resté derrière un bureau, mais là où j'ai vraiment commencé à passer du temps derrière un bureau, c'est, on va dire, après que j'ai arrêté mes études. En fait, je travaillais beaucoup en intérim, donc dans des chantiers en parallèle de mes études. Et quand j'ai commencé à avoir le premier taf derrière un bureau avec le petit café, j'étais trop content. Tout simplement parce qu'en fait, le salaire était meilleur et que j'avais plus besoin de compter les centimes à la fin du mois. Et en fait, à partir du moment, si tu veux, où j'ai pu. En fait, ça fait du coup depuis 2010. Ça fait maintenant plus de 6 ans, tu vois. Ok. Pratiquement, ouais, Que plus de t'es tout le 6 temps derrière un bureau. Ouais, que je suis tout le temps derrière Et un t'as bureau. mis 6 ans à t'en rendre compte. Mais on va dire à titre professionnel, où vraiment j'ai en contrepartie un revenu, tu vois, par rapport à ça, qui me permet de vivre confortablement, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, c'est plus du tout une motivation pour moi, tu vois. Tu serais prêt à gagner moins et plus être derrière un bureau? Mais carrément. Ok, donc tu te rappelles le débat qu'on avait eu sur les salariés qui pourraient gagner plus mais qui restent dans leur métier? Alors après, c'est pour la liberté. Rappelle-toi ce qu'on a dit au début du podcast. C'est plus avoir cette liberté de pouvoir le faire. C'est-à-dire Mhm. que là, on parle d'un salarié qui aimerait changer, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai cette liberté de pouvoir le faire. Et c'est ça le plus important. C'est la Ouais. liberté du choix. Ouais, il y a un truc que tu as dit tout à l'heure, c'est, tu sais, pour revenir sur les 5 ans là. Donc 5 ans d'études, à la fin, tu as cette humilité, je pense, de te dire, bah, peut-être que ouais, j'ai fait 5 ans, mais c'était pas ça qu'il fallait faire, tu vois. Ah, mais après j'ai appris beaucoup de choses. Ouais, Enfin, bien tu sûr. vois, alors, je dirais pas que ce que j'ai appris en école de commerce marketing m'a aidé pour ce que j'ai fait derrière, mais tu vois, tu apprends quand même plein de choses, tu développes un réseau, tu vois. Je pense que c'était pas perdu, tu vois. Moi, j'ai juste réalisé que juste il y avait une autre voie qui allait me permettre de plus vite atteindre mes Mais mes faut être fort objectifs, tu vois. il faut être fort pour l'accepter. Enfin, on dit tout à l'heure, mais il faut être fort pour l'accepter et se dire, ouais, en fait, potentiellement, il y a une autre voie et tu vois. Ouais, Et- après, tu vois, il y a des trucs, c'est factuel, tu vois.
Enfin, moi, je te parle du, tu sais, le marketing, le SMMA en 2018-2017, c'est pas encore aussi, comment dire, banalisé qu'aujourd'hui. Et toutes les entreprises sur Terre ont besoin de se rendre visibles, de générer des prospects, de trouver des clients. On t'explique que, tu vois, faire de la pub sur les réseaux, ça marche comme ça. Enfin, faire de l'acquisition client, ça marche comme ça. Bon, bah, si tu apprends à faire ça, c'est évident que tu vas pouvoir vendre des services, tu vois. Mais en fait, tu as eu la curiosité d'aller creuser, tu vois. Tu as vu une publicité, moi je te dis ça, en fait, là où je veux là où j'ai envie d'avoir ton avis, tu fais de la publicité sur Internet, enfin, pas directement pour toi aussi, peut-être des fois aussi, mais aussi beaucoup Si, on en pour, fait pour l'agence, ouais, ouais. pour des gros acteurs. Donc tu vois un petit peu les commentaires, tu connais un peu les comportements des ouais, bien prospects sûr, ouais. sur Internet. Et moi, ce que je trouve ouf, c'est que bah, toi, pendant 5 ans, tu es dans une branche, tu penses que tu vas finir dans cette branche-là, même si tu n'as pas forcément d'objectif précis. Après, en école, tu te spécialises les 2 dernières années. Donc, au début, tu es dans un parcours général. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, tu fais de la finance. Ouais, Logiquement, c'est pas pour lancer une agence de marketing. ouais, c'est clair. Et tu vois une publicité et tu creuses et tu regardes tu vas plus loin et après tu finis par l'acheter, etc. Malgré les 5 ans avant où tu disais pas forcément que tu allais te lancer dans ça. Et tout à l'heure, on a dit un truc hyper intéressant, c'est tu as plein de personnes qui, en fait, accepter que tu as raison, c'est le fait qu'ils acceptent en fait ils ont eu tort pendant toutes ces années, tu vois. Et moi je le vois beaucoup, tu sais, dans les commentaires. Ouais, bien sûr. Le mec il voit une publicité passer parce que moi j'ai une formation de closing, c'est commercial indépendant, c'est un métier qui existe depuis la nuit des temps. Le mec il voit la publicité passer et il écrit arnaque ou tu sais il va t'insulter parce que c'est plus facile. Et- Tu vois, c'est simple, tu vois. mais qu'est-ce qui fait que à ton avis les gens en fait ils cherchent même pas enfin juste à cliquer ou à regarder la vidéo, tu vois ce que je veux dire. Franchement, je sais pas. Je pense que je vais faire des hypothèses, tu vois, mais je pense qu'il y a des personnalités. Tu as des gens qui vont être braqués. Je pense que ça dépend de ton éducation aussi, tu vois. Genre, bah, tu vois, je me souviens que quand je bossais chez Cogent, c'était tu vois, donc 2017-2018, c'était le premier, enfin, pas le premier bull run crypto, mais celui en tout cas que moi j'ai vécu. Où moi, enfin, je me renseigne, enfin, tu vois, finance, crypto, genre, je me renseignais grave. Et je parlais avec une nana de cette boîte qui me disait non mais ça c'est forcément une arnaque parce que l'argent facile ça n'existe pas. Et c'était une fille d'agriculteur, tu vois. Et donc ça dépend de ton éducation, tu vois. Si dans ta tête on t'a matraqué que pour gagner de l'argent il faut que tu te lèves à 6 heures, que tu dois faire un travail douloureux physiquement et que si tu fais autre chose c'est mal, tu vois, c'est malsain, bah tu veux pas. Enfin tu vois, je pense qu'il y a aussi bien sûr. en France il y a une certaine partie de la population qui a cette notion de l'argent c'est mal, l'argent c'est sale, tu vois. Et donc si tu fais de l'argent, t'es un connard, tu vois. Donc tu veux surtout pas faire de l'argent. Donc quand quelqu'un va te dire tiens regarde tu veux gagner de l'argent, tu fais non je veux surtout pas faire comme toi, arnaque, menteur, tu vois. De toute manière à faire de l'argent c'est sale. Donc je pense qu'il y a une question de personnalité, d'éducation qui fait que. Et après t'as des gens qui vont être plus ouverts. T'es rentré dans un schéma, que t'es fait une école, peu importe même, tu vois, tu peux être très jeune et tu as 18 ans, tu fais pas d'études, tu rentres dans un job, tu vois que bah ouais, il y a des possibilités. Aujourd'hui, dans les métiers du digital, il y a tellement d'opportunités que si t'es un minimum, je veux dire, t'as pas besoin d'être supérieurement intelligent, tu vois, t'es un minimum cohérent, tu comprends. Enfin, tu vois, commercial, le closing c'est du commercial. Bon bah oui, évidemment, tu peux vendre des services par téléphone. Faire de la pub, ça existe depuis très longtemps, tu vois. Faire des tunnels de vente, bon bah c'est des sites web optimisés. Enfin, je veux dire, tout est assez évident sur le papier pour te dire que bah oui, c'est normal de pouvoir faire de l'argent avec ça, tu vois. T'as des énormes boîtes qui font de l'argent en vendant des sites web, en faisant de la pub. T'as Avast, t'as Publicis, t'as des énormes groupes internationaux. Tu sais, quand j'étais aux US, c'était le groupe, c'était Kinetic Worldwide, la boîte qui appartient au groupe WPP. C'est des groupes internationaux qui font de la pub. Bon bah la pub, on sait que ça fonctionne, tu vois. Donc que tu fasses de la pub en out of home, dans la rue ou sur le digital. Bah, c'était nouveau, des nouvelles opportunités. Donc, je pense que ça, tu as des gens qui vont se dire non, c'est pas possible. Et tu as des gens qui vont avoir juste un peu de recul et se dire moi, je pense que si c'est passé, je me suis dit ok, ça a l'air cohérent, son truc. Ouais, effectivement. Et puis, c'est ce truc-là aussi, lui, tu avais un petit peu des phrases, enfin, je me souviens de punchline, mais c'était un mec qui disait toi, tu passes 4 heures par jour sur les réseaux à scroller. Et ce qui était le cas, tu vois, quand j'étais au lycée, au lycée ou en école, pardon. Et il te dit, alors que tu vois, au lieu de passer 4 heures sur les réseaux à rien foutre, tu pourrais utiliser 4 heures à être sur les réseaux, mais pour pouvoir gagner de l'argent avec ça, tu vois. Et là, je te dis, putain, voilà, c'est vrai que ça fait mal. On te dit, toi, tu es en train de perdre 4 heures par jour à rien faire et tu pourrais utiliser ces 4 heures en étant toujours sur les réseaux et pour gagner de l'argent, tu vois. Ouais, moi, je suis d'accord avec ta réponse et j'ai envie d'en apporter une autre pour répondre à ta question. En fait, tu as aussi le syndrome de la petite
Alors, je m'explique. En fait, tu sais, tu as beaucoup de personnes aujourd'hui qui commentent sur tes vidéos, sur les vidéos des autres personnes. En fait, tout simplement de par le fait qu'ils sont coincés dans leur situation salariale de merde, parce qu'en fait, je sais pas, ils vont gagner moins de 2000 euros par mois. Et en fait, si tu veux, ce qui va se passer. Donc, t'as une vie de merde si tu gagnes moins de 2000 euros, c'est ça que tu dis? Bah, en fait, c'est surtout qu'en fait, en fait, pour lui, cette prise de risque, c'est quitter son travail quelque part pour pouvoir s'investir, prendre un nouveau risque et s'investir Après, dans un nouveau secteur d'activité. Je pense que ça, c'est valable aussi pour tu vois, quand t'es jeune. Demain, t'as 35 ans, t'as des enfants, t'as un prêt. T'as un crédit, mais c'est ça. Non, mais En fait, t'as un crédit. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, t'as un crédit et ce crédit-là, tu ne peux pas te permettre d'avoir un trou sur ton salaire, de quitter ton boulot où tu gagnes, je sais pas, 1800 euros par mois et te dire, écoute. tu peux le faire, tu peux tenter sur le côté, mais je veux dire, c'est ça, c'est que t'as des gens qui peuvent pas prendre le risque aussi. Mais t'as des gens en fait, pour moi, les gens qui commentent, c'est des gens qui détestent cette prise de risque et qui préfèrent cette zone de confort de rester sur les réseaux et kiffer à travers des scrolls, ce que tu veux. Et en fait, pour se rassurer quelque part, tu vois ce que je veux dire, que c'est mauvais, c'est un petit peu le fait de commenter, tu vois, et de voir qu'il n'y ait pas que lui, tu vois, qui pense ça. Mais c'est un petit peu cette boule de neige, tu vois ce que je veux dire. C'est se rassurer. Tu vois, qui se renforce avec le mensonge envers soi-même. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas tout seul, on est beaucoup, on est comme ça, tu vois, on est ensemble. Mais en fait, c'est la haine du risque. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ouais, moi je comprends aussi, tu vois, t'as des gens qui charbonnent et ils voient un petit jeune de 23 ans qui te dit que tu peux faire 4 fois son salaire. Tu vois, et ça peut être énervant, tu vois, je le comprends. Donc c'est le jeu, enfin, c'est normal de se faire, de te prendre des mauvais commentaires, de te faire insulter sur les réseaux, et c'est le jeu, tu vois, en fait, que tu fasses de la pub ou pas. Tu vois, demain, tu as plein de gens, ils vont faire du contenu. Pas du tout avec un objectif de business et ils vont se faire insulter toute la journée et après, ils ont aucune mauvaise intention, tu vois. C'est ça qui est ouf, tu vois là, c'était avant-hier. En gros, j'étais sur les réseaux, tu vois, et je tombe sur un mec qui fait de la muscu. Et il fait un réel où il a 2 haltères de 60 kilos. Donc en gros, le mec il pousse 120 kilos. Et il se met comme ça et il pousse les 120 kilos. Et à la fin, il fait je suis trop chaud. Et le réel, il a fait, je crois, 1 million de vues, tu vois. Et j'ai 2-3 000 commentaires. Et moi, je trouve ça hyper inspirant. Je me dis, ouais, c'est ouf, moi, tu vois, je porte 3 fois moins. Genre, ça me motive à avoir envie de faire plus, tu vois. Et je vais dans les commentaires. Et 99% des commentaires, c'était des haters. Et c'est là où je me suis dit, en fait, quoi que tu fasses, c'est un truc de ouf. Et les mecs, ils disaient, ouais, c'est bien, t'as des gros bras, mais t'es con. De toute façon, c'est ça. Attends, et ils disent quoi? Ils disent, ouais, c'est des faux poids. Vas-y, pèse-les. Et en fait, ouais, mais t'as mal fait le mouvement. Et tu vois sur le profil du mec, le mec, il est fin comme ça. Quoi que tu fasses, de toute façon, il y aura toujours des gens pour te critiquer. Et en fait, je pense que la plupart de ces personnes-là, elles ont une sorte de complexe d'infériorité, tu vois. Genre, par exemple, le mec, il va voir un mec musclé, il va dire, ouais, mais lui, il se dope, tu vois. Ou une nana va dire, elle va voir une meuf avec un bon physique, ouais, mais elle a sûrement fait de la chirurgie. Tu vas projeter ce que t'aimes pas chez toi, chez cette personne-là, et du coup, tu vas te dire, bah non, c'est pas possible. Exactement. Ouais, mais ça, je pense que ça réveille en eux un peu un malaise, et ils sont plutôt que de se dire, bah ouais, c'est peut-être le problème vient peut-être de moi. C'est souvent des mecs en plus, hein. Non, mais c'est moi qui suis fou. Mais peut-être que je vois que des mecs en fait, tu vois, sur les réseaux. Mais tu regardes que des mecs sur les réseaux. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans les commentaires, à chaque fois, je vois des mecs, tu vois, qui font les haineux. Est-ce que vous voyez non, pareil. Non, il y a tout, il y a les deux. Ouais, les deux. Mais je pense que ça fait partie du jeu. Et d'ailleurs, tu vois, nous, c'est un truc, tu vois, qu'on dit à l'agence quand on va lancer des. On a certains clients. Beaucoup de nos clients sont déjà visibles, que ce soit, peu importe les réseaux, tu vois. Mais t'en as avec qui on va démarrer la pub. Ouais. Et moi, je mets toujours une alerte. Tu vois, attention, tu vas te faire insulter. Mais c'est le jeu, tu vois. Il faut rien prendre à cœur. Ouais. Je te disais, mon frère, il a un restaurant. La première fois qu'on a lancé des pubs et qu'il a reçu des commentaires, il commençait à trembler. Tu vois, je dis, non, mais de toute façon, c'est le jeu. Tu vois, t'es obligé de l'accepter. Donc, encore une fois, c'est les règles. Si tu acceptes les règles du jeu. Mais j'ai une question à vous poser du coup, parce que vous me dites qu'il y a des femmes aussi qui commentent de manière assez négative. Et du coup, est-ce que vous avez une distinction moi, je sais comment du coup les haters masculins commentent, de quelle manière, un peu rageux, tu vois, un peu jaloux. Mais comment les femmes haters commentent de la même manière? Pareil. Non, bien sûr. Je regarde mes commentaires. Je sais pas, est-ce que quand tu vois un commentaire sans montrer le pseudo, est-ce que vous arrivez à voir si c'est un homme ou une femme, ou en fait c'est la même chose en fait? Ça dépend de la niche. C'est le même commentaire écrit de la même manière. Qu'est-ce que t'en penses toi quand tu connais? T'as raison, je pense que les hommes vont plus critiquer les hommes. Parce que je pense, tu vois, nous, sur nos pubs d'agence, on a plein de mauvais commentaires. Et je pense que c'est vrai que la plupart, c'est que des hommes. Peut-être parce que du coup, soit on me voit moi, ou il y a des photos et tout comme ça. Mais je pense que les femmes sont plus critiquées.
par des femmes que par des hommes. Je pense. En vrai, Est-ce que dans le business, c'est du coup, les femmes critiquent beaucoup plus que les hommes ou pas dans les... Bah, moi, dans mes commentaires, après, moi, par exemple, si tu vois, c'est du closing. Mm. En vrai, tu regardes les commentaires, j'ai l'impression d'avoir moitié-moitié, tu vois. Moitié-moitié. Ouais, vraiment. Ah, genre, ça écrit arnaque, machin et tout. Mais tu vois, un Mais mec. les femmes normales, arnaque comme ça. Ouais, mais par exemple, le mec là qui a les 2 gros bras avec qui faisait de la muscu, bah il y avait aucune meuf qui commentait, tu vois. C'était que des mecs qui avaient le seum, qui étaient complexés, je pense, tu vois, qui ça réveillait en eux une faiblesse et ils se disaient je suis pas comme lui. Donc en fait, tu as 2 options. Quand tu vois un mec qui est meilleur que toi, soit ça t'inspire, ça te motive et ça te donne envie, tu vois, ça te challenge, ça te donne envie de faire comme Ouais, lui. mais c'est exactement, c'est un truc de personnalité, tu vois. T'as plein de gens qui vont être grave aigris du succès des autres, et t'as des gens qui vont être super heureux, tu vois, et essayer de comprendre, ok, trop bien, putain, stylé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que t'as fait, et essayer de comprendre, décortiquer le truc. Donc, encore une fois, je pense que c'est de la personnalité, tu vois. Ouais, carrément. En tout cas, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que la publicité, finalement, ça continuera toujours à exister parce que même s'il y a des haters, bah, finalement, tant mieux. Et qu'est-ce que ça permet finalement Enfin, quelles sont les choses positives chez les haters? Moi, j'ai business. j'ai une capture d'écran qui est trop stylée. L'algorithme, ouais. En fait, quand quelqu'un commente une publication ou une publicité, ça envoie un signal à l'algorithme que la publication elle génère de l'intérêt. Et donc, tu as souvent ce truc-là tu vois, tu as des gens qui vont cliquer, qui vont te mettre un mauvais commentaire, et puis après, ils vont te dire, ouais, j'en ai marre de voir vos pubs. Mais en fait, l'algorithme, si toi, tu commentes ma pub, l'algorithme, il comprend que tu es intéressé par le contenu, tu vois. Ouais. Exactement. Donc moi, j'ai juste envie de leur dire, mec, juste arrête de commenter, tu vois. Si tu veux pas la voir, la pub, arrête de commenter. De ouf. Donc en vrai, les haters améliorent tes résultats publicitaires. Parce que plus tu as d'engagement sur tes pubs, moins tu vas payer cher ton CPM. Sur les régies pubs, tu vas payer aux enchères des coûts par 1000 impressions. Donc plus ton contenu il a l'air d'être viral, moins tu vas payer cher tes impressions. Donc merci les haters. Et après, ce que je disais, à quoi ça sert la pub, moi je pense que la pub c'est un amplificateur. Tu vois. Si aujourd'hui tu fais du business, tu es connu en local et ça fonctionne bien, te montrer à plus de gens va juste faire que tu vas présenter tes offres à plus de monde et donc tu as potentiellement plus de chances de faire de ventes supplémentaires, quoi. Ouais, moi, c'est qu'il y a un truc que j'ai envie de vous partager. En fait, tu vois, quand on a commencé à publier des réels à travers les podcasts qu'on a publiés, je me suis rendu compte d'un truc qui a totalement changé en fait ma perception de comprendre en fait l'algo, etc. En fait, à la base, on avait des réels super intelligents. Enfin, tu sais, en gros, je balance des trucs. Tu vois, c'est chaud, quoi. Tu te dis, et je me dis, ça va cartonner. Avec beaucoup de valeur. Genre, tu sais, beaucoup de valeur, hyper intéressant, pratiquement impossible à contredire. Tu peux pas contredire ça, tu vois. Et ça fait quelques vues, tu vois. C'est cool. Pas de commentaires, rien, tu vois. Et en fait, à un moment donné, tu vois, mon petit frère, enfin, en gros, il y a un réel qui sort où, en gros, et quand le réel il sort, je te jure, je me dis, mais c'est quoi cette merde? Ça va rien faire, en fait, tu vois. Ça va faire quelques petits vues, il y aura rien. Et en fait, c'était genre en mode, en fait, vous vous rendez pas compte à quel point la France c'est de la merde. En gros, à cause du popcorn. En gros, à cause du popcorn aux États-Unis, vous appuyez sur un bouton, il y a le serveur qui vient et tout ça. Et je me suis dit, mais tu sais, c'est vraiment le réel avec le moins de valeur, etc. Et ça n'a pas marché. Et en fait, c'est le réel qui a le mieux marché. En gros, tu as eu des commentaires de haters, des gens qui disent ah bah moi je préfère ça que payer 50 000 € en sortant de l'hôpital. T'es un assisté, bouge-toi le cul. Genre en mode. C'est vrai que la France est de la merde. C'est vrai que la France est de la merde parce qu'en gros on n'a pas de bouton, on n'a pas un serveur qui vient nous ramener des popcorn. Et en fait c'était tellement à la fois débile et à la fois intelligent. Et en fait c'était tellement facile à contredire parce que c'était sorti de son contexte qu'en fait le truc il a littéralement explosé. C'est vraiment le réel où il y a eu le plus de vues, tu vois. Ouais. Et en fait, je me suis dit un truc, mais c'est bête quelque part, c'est qu'en fait, on est dans un monde aujourd'hui où en fait, l'algorithme met en avant, plus, enfin en tout cas par rapport à ma propre expérience, en fait, c'est plus facile de percer. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'un truc, je me suis dit, ok, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de vues, mais ça va pas nous faire gagner des abonnés. Et bah, figure-toi que c'est la vidéo, le réel, qui nous a fait gagner le plus d'abonnés. Parce que du coup, elle a été le plus visible, donc t'as pu te montrer devant plus de monde. Mais c'est ça, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, malheureusement, t'as plus de chances dès le départ, hein, je veux dire. Hein. Après, si t'as une communauté de 300 000, 400 000 personnes, là, quand tu publies des trucs intéressants à la Idrissa Berkane, ce que tu veux, bah en fait, ouais, tu vas avoir des vues. Mais par contre, quand t'es tout nouveau, t'es tout novice, t'es pas connu, bah en fait, quand tu vas dire des trucs de débile, tu vas gagner en abonnés et tu vas avoir plus d'interactions parce que tu vas avoir plus de haters. Mais quand tu vas dire un truc hyper intelligent, tu vois, hyper compliqué à contredire, bah en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, finalement, tu vas avoir peu de vues et peu d'abonnés. Et il n'y aura pas d'interaction. Ouais. Et en fait, on est vraiment dans un monde aujourd'hui où, en fait, les GAFAM des réseaux sociaux, ce que tu veux, on va plus te mettre en valeur, on met plus en valeur les trucs débiles dès le départ. On a compris.
Mais c'est un truc de fou, les Ouais, gars. non, mais je pense que c'est aussi parce que il y a plus de gens qui sont là pour du divertissement que pour du contenu de valeur, tu vois. Donc les gens ils veulent du sang, ils veulent du client, et donc Ouais. ton contenu qui est pas business, qui est hyper, enfin je sais pas, divertissant ou qui est clivant, bah lui il va être propulsé parce que l'algorithme il sait que ça va faire réagir. Ouais. Et ton contenu business, il sait que ça intéresse peu de gens, Ouais. même si c'est ce qui est le plus intéressant, tu vois, où c'est les gens qui pourront en tirer le plus de valeur. Donc c'est un jeu de nombre aussi, tu vois. Bon, bah, vu qu'on va faire des réels, moi ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on fasse des réels de débiles. Et je vous jure, les gars, ça va exploser le podcast. Mais un truc qui t'a dit qui est hyper intéressant, c'est quand vous voyez du contenu qui vous plaît pas, bah commentez pas, interagissez pas parce que vous êtes juste en train de donner de la force. à Non, la ou alors personne. continuer, tu vois, ça va nous améliorer notre visibilité. Juste, vous allez les voir de plus en plus, donc c'est dommage pour vous. Mais, Non, je veux dire, tu sais, des fois tu tombes sur des trucs qui te plaisent pas. Même moi, par exemple, Mhm. je sais que la pire chose à faire, c'est de commenter, tu vois, Ouais, bien sûr. Ouais. ou donner de la force. Ce modèle-là, en fait, je pense qu'il a un peu perverti la création de contenu. Dans le sens où tu as tellement plus envie, comme tu sais, un peu les mecs style Alexis Chance, Andrew Tate, tu sais, qui vont dire des trucs ultra clivants. Et en fait, Oui, parce qu'ils ont compris le jeu de nombre, comme tu dis. Tu vois, ton réel, où il y a le moins de valeur, c'est celui qui t'a ramené des abonnés. Et donc, ils ont compris qu'il faut d'abord jouer un jeu de nombre et avoir un entonnoir le plus grand possible, tu vois. Et tu fais venir un maximum de gens. Il y a des gens qui vont commencer, ok, c'est qui ce gars-là? Et puis, tu vas avoir plus d'abonnés à la fin, tu vois. Alors que si tu amenais que de la petite valeur, bah, tu auras un entonnoir qui serait tout petit, tu vois. Donc voilà, c'est ce qui intéresse le plus grand nombre. Tu vois. Donc, si Abder dit des dingueries, c'est juste pour. Ouais, exactement. Bon, on n'aura Il a pas le temps en raison. tout cas de faire les réels de débiles, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il nous reste moins de 5 minutes. En fait, tout ça, pour vous dire, les amis, ce qui est super important à comprendre, c'est que Quentin, aujourd'hui, c'est une personne qui a fait un master et qui aujourd'hui gagne bien sa vie, qui se prive pas. Moi, je te connais, je sais que tu kiffes et je suis grave content pour toi. Ça me rend heureux, tu vois, de voir des personnes comme toi, tu vois, qui peuvent vraiment profiter un petit peu de cette liberté géographique, financière. Et en fait, aujourd'hui, Quentin, c'est quelqu'un qui travaille peu, ou en tout cas, s'il avait Non, je choisi. travaille beaucoup, il y a mes clients qui regardent. Voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si Quentin avait choisi après ses études, d'entrer dans un poste cadre, bah aujourd'hui, on le sait très bien, les directeurs, c'est 9h, 19h, 20h, le soir, tu réponds aux mails, en vacances, on ne te laisse pas tranquille. Aujourd'hui, en fait, finalement, tu peux profiter de cette vie où si tu as envie, des fois, tu n'es pas bien. Bah, tu peux ne pas travailler tel jour, ou en tout cas, vu que tu travailles efficacement, tu peux travailler quelques heures par jour et en fait vraiment Et puis kiffer surtout, ta vie. Et c'est réel, et tu as 30 ans, et aujourd'hui tu as un appartement, tu es à Paris, tu vis dans le lieu où tu te sens bien, et si demain ça te convient plus, tu peux changer, t'es pas coincé dans une zone géographique, et je sais, voilà, tu te fais plaisir, tu es généreux, et je pense que tes parents aujourd'hui sont fiers J'espère. de cette prise de risque. Et bah voilà. Et en tout cas, voilà, c'est réel, les amis. Vous voyez, je sais pas ce qu'on peut vous dire de plus. Vous avez toutes les preuves en fait devant vous. On a donné tous les arguments en vrai, tu vois, pour qu'une personne un minimum logique puisse comprendre ce qu'on dit, tu vois. Ouais. Et puis bah, pour les haters, commenter, ça nous fera de la force. Franchement, Ouais. c'était un plaisir. J'ai grave kiffé ce podcast. J'ai grave kiffé aussi, et faut pas qu'on oublie le mot-clé. Moi, ça m'a vraiment l'oublie. fait ultra plaisir, Quentin, que tu viennes sur le podcast. Bah, c'était un On a- plaisir. Merci pour l'invitation, les mecs. on a- Ça fait plaisir. Et encore désolé pour le retard. Non, t'inquiète. On n'avait pas envie. On a la possibilité d'inviter des personnes qui sont ultra connues, mais on préfère inviter des personnes qu'on kiffe et qui ont beaucoup de valeur à apporter. Et je suis sûr que sur cet épisode, tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais tu as apporté beaucoup de valeur juste par ton parcours. Tu sais, on fait pas des dizaines de milliers de vues, mais on a des centaines de vues. Et les gens qui commentent, généralement, sont quand même assez bien qualifiés. Il y a beaucoup de personnes, je reçois souvent des messages de gens qui nous disent ah, ça me donne envie de me lancer, ça me donne envie de faire un truc. Et je suis sûr que ce que tu as partagé aujourd'hui, Bah, je l'espère. ça va impacter. Et si ça impacte ne serait-ce qu'une seule personne, et qu'il y a ne serait-ce qu'une seule personne qui Ce sera un arrive à. succès. Ça sera un succès. Donc, Le mot-clé, c'est quoi du coup? le mot-clé. C'est Quentin. Ouais, moi, mais c'est ça en plus. J'ai envie que Quentin se lance, j'ai envie que tu fasses plus de contenu, j'ai envie que tu te mettes plus en avant. Donc, si vous avez kiffé le podcast avec Quentin et que vous aimeriez le revoir sur d'autres épisodes, que vous aimeriez qu'il lance des vidéos, que vous sentez qu'il a quelque chose à vous apporter, le mot-clé, c'est Quentin, lance-toi. Bien, ouais. Carré. Commentaire. De ouf. Ouais, je suis grave content. En tout cas, que Quentin ce soit avec nous encore une fois plus, je te le redis. Hein. Et puis, moi, tu sais, quand j'ai fait le premier podcast avec mon petit frère, j'étais à la base, j'étais pas bien, tu vois, je te mens pas. En fait, à la fin du podcast, je pensais que c'était du n'importe quoi. En fait, quand je l'ai réécouté. C'est le podcast qui fait le plus de vues Voilà, pour l'instant. exactement. Et bah, celui-ci, je veux qu'il fasse plus de vues que le premier. Parce qu'on est tous les trois, et à trois, on est plus fort. Voilà. Merci, les mecs. Merci Quentin d'avoir accepté l'invitation. Merci les auditeurs. Mettez le mot-clé en commentaire. On vous envoie 100 €.
On se retrouve tous les vendredis à 18h pour un nouvel épisode. Et puis les gars, Quentin, il est à Dubaï. Regardez, il a cette liberté de pouvoir venir à Dubaï. Là, on va manger Le dans mec, un il veut très bon pas finir restaurant. le podcast. Non, mais on va manger dans un très bon restaurant. Quentin a cette liberté, il kiffe sa vie. T'as demandé à ton patron pour venir ici? Bah ouais, je me suis fait un petit mot. Je fais que m'appeler depuis tout à l'heure d'ailleurs. Non, mais tu vois, on en parlait la dernière fois, même tu vois, pendant Covid, bah, tu peux voyager pour des raisons business. Donc, tu es entrepreneur. Si tu un client qui habite à La Réunion, à Dubaï, en Thaïlande, enfin n'importe où, tu vois, tu peux voyager. Tu vois. Donc, tu as aussi des avantages à être indépendant et à être ton propre patron, ouais, c'est sûr. Après, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas fait pour tout le monde. Je pense que si tu as envie au fond de toi de te lancer, teste, tu vois, donne-toi quelques mois. Quelques semaines, c'est peut-être un peu court, quelques mois, tu vois. Et si tu te rends compte que c'est pas fait pour toi, bah écoute, au moins t'auras pas de regrets, mais au moins t'auras essayé. Voilà, En tout cas, c'est fait pour toi les podcasts et j'espère qu'on en refera. Et puis voilà, en tout cas. Moi, je voulais, parce que du coup là, vous m'avez gâché mon outro. Du coup, on va continuer à parler. C'est fini, mon gars. Bientôt. Hein, si vous voulez suivre Quentin, on vous mettra son Instagram. Et aussi, on le fait jamais, et je pense qu'on le fera jamais, des recommandations. Moi, je recommande personnellement ce que Quentin peut faire sur tout ce qui est Facebook Ads, création de tunnels de vente, etc. On a bossé ensemble. Scaling d'infopreneur, on a bossé ensemble. Et c'est en partie grâce à lui que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Donc, hyper reconnaissant. Fais-lui un pour ça. check quand même pour la peine. Hyper reconnaissant pour ça. Et si vous êtes intéressé par rapport à ça, on mettra tous les réseaux sociaux. Yes, avec plaisir. Bon, salut. Salut à tous. Allez, au revoir.